Bonsoir à tous. Donc, il y a peut-être encore une personne qui arrive. Ah, Karine est là-bas. Donc, ce soir, je vais laisser la parole totalement à Sébastien. Oh non. Ah non. Donc, cette conférence se veut sur le thème des rêves lucides. On va partager un peu de nos expériences personnelles. On va aussi définir le rêve lucide. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est que vous partiez d'ici avec un mode d'emploi pour faire du rêve lucide, qu'on n'a pas encore défini. Voilà. Je commence à me présenter ou tu veux commencer à te présenter? Je t'en prie. Oui. Je t'en prie. T'es sûr? Parce qu'après, Très sûr. Oui, il est très sûr. Bon, vous savez, c'est sa première conférence. Je suis très heureux de partager ce sujet avec Sébastien, parce que on s'est rencontrés comment? Autour d'une pizza, je crois, d'abord. Ouais, hein. ouais, au camion. Ouais. Ouais, au camion, ouais. Parce que bon, mon prénom c'est Jérôme, lui c'est Sébastien. Et pour la petite histoire, en fait, je pratique les arts martiaux. Et le soir, en rentrant, parfois on a faim, parce qu'on s'est un peu dépensé, on ne fait pas que semblant. Et puis sur la route des arts martiaux, vers ma maison en tout cas, il y avait son camion qui était posé. Et donc, je trouvais que ces pizzas étaient sympas. On n'est pas sponsorisé pour les pizzas, hein, d'accord? Pas encore. Après, on passera. Ça va venir Voilà. après. Hein. Après, ouais. Enfin, t'as pris des flyers ou La small box, elle est pas loin. La small box, c'est pas loin. Après, on commencera sur le rêve, hein, vous en faites pas. Mais en tout cas, après une pizza ou deux, au bout d'un moment, on a eu quelques échanges et c'est comme ça qu'on en est venu à parler de sujets comme la méditation, les chakras, les rêves lucides, le thème de ce soir. Voilà. Donc ça fait quelques années maintenant. Combien? 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Quelques années. Et puis on s'était dit que c'était sympa de partager un bout de nos expériences personnelles avec vous. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà très au courant du sujet des rêves lucides. Mais bon, c'est toujours sympa d'en parler ensemble et pas seulement dans un coin avec une personne qui est plutôt enclin à nous écouter et pas tout à fait nous traiter de fou tout de suite. Maintenant, c'est un sujet qui est diagnostiqué scientifiquement, enfin étudié scientifiquement. Donc on peut dire qu'on n'est pas tout à fait fou. Ça va. Hein, ça va. Et moi ça me rassure hein, parce que les premières expériences de rêve lucide c'était quand j'étais tout petit. Là c'est mes parents et je leur en ai pas parlé quand j'étais tout petit. Mais vers l'âge de 4-5 ans déjà j'avais ces expériences où dans un rêve, eh bien je prenais conscience que je rêvais. Alors c'était sympa parce que à ce moment-là on peut faire ce qu'on veut dans ce rêve. S'il y a des personnes qui ne nous plaisent pas, on peut les enlever. S'il y en a d'autres qu'on aime bien et qui ne sont pas là, on peut les appeler. Si on a envie de voler, on peut voler. Si on a envie d'apprendre des nouvelles compétences, eh bien, on peut le faire aussi. Et une question qu'on va développer peut-être après, qui est assez intéressante, c'est est-ce que si je développe des compétences dans un rêve dans lequel je suis conscient de rêver, est-ce que je transporte ces compétences jusque dans le monde physique ensuite, après quand on se réveille? Donc le contact pour ma part avec le rêve lucide, c'était il y a longtemps. J'ai 40 ans, c'était il y a 5 ans, quand j'avais l'âge de 5 ans, faites le calcul. Voilà. Ce qui m'a mené à développer ces rêves lucides plus tard, vers l'âge de 18-20 ans, c'était qu'en fait je me suis souvenu, quand j'étais gamin, eh bien j'arrivais à enlever les cauchemars de mes rêves avec ces rêves lucides. Parce que j'avais des rêves avec lesquels je ne me sentais pas très bien. Et comme c'était assez répétitif, et que les scènes se ressemblaient très fortement, eh bien je me disais que c'était un peu bizarre au bout d'un moment. Vous voyez, quand il y a une scène tout le temps comme ça dans un rêve, vous avez peut-être déjà vécu ça, un même rêve plein de fois, eh bien au bout d'un moment on se dit, mais en fait on reconnaît ce rêve. On sait que c'est un rêve. Et donc, à ce moment-là, il peut parfois y avoir une prise de conscience du rêve. Et moi, ça m'avait aidé comme ça parce que j'avais pu changer les scènes de cauchemar en quelque chose de plus sympa. Et vers l'âge de 18-20 ans, j'ai recommencé à travailler avec le rêve lucide, mais aussi avec d'autres expériences, et de façon à les répéter, à les quantifier, et puis à voir jusqu'où on pouvait aller là-dedans, quelle expérience on pouvait faire, hein, et quelles compétences on pouvait en tirer éventuellement. Voilà.
Tu fais ça bien, j'y vais. Merci. Au revoir. Et Sébastien, toi, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors en fait, moi, avant de connaître tout ça, j'étais quelqu'un de, on va dire, plutôt très cartésien, très pragmatique. Je suis content d'avoir mis ces deux mots que je ne connais pas, mais au moins je les ai placés. Merci beaucoup, c'est gentil, ça me fait. Et en fait, donc du coup, j'ai créé une entreprise donc, il y a 6 ans. Donc pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'avais un objectif qui était profond et ciblé, et ce qui n'était pas des moindres, c'était d'être en retraite le plus rapidement possible. C'était un sacré objectif. Hein. Ah, et tu sais que c'est un point commun, on n'en a jamais parlé de ça. C'est vrai? Ouais. Ah bon, bah écoute, on va discuter après. Et du coup, alors pour moi, la retraite, c'était quoi? Je m'étais dit, la retraite, c'était avoir un revenu. Alors je m'étais dit, si je gagne 1 500 € par mois et que je ne veux pas avoir du temps pour faire ce que je veux ou rien foutre, pour moi, c'est la définition de la retraite. Et je me dis, pourquoi attendre finalement 60 et des plus et des 70? Pourquoi pas le mettre en pratique tout de suite? Donc du coup, j'ai créé mon entreprise, donc j'étais super content. Mais après, c'est vrai que pour en arriver là, il y avait beaucoup de travail avant, puisqu'avant, quand j'ai commencé, j'étais tout seul en camion pizza. Et donc du coup, si j'ai été foutais rien, le camion pizza, il n'y avait personne qui vendait, donc voilà. Donc avec le temps, j'ai commencé à développer donc, des distributeurs à pizza. Ce qui me permettait de construire, de mettre en place un atelier de production avec une équipe et du coup, moi, me dégager du temps. Et c'était un objectif que je m'étais mis, c'était même limite un peu de l'obsession, en me disant, c'était ma ligne de conduite principale, en me disant, quand j'arriverai à gagner 1 500 € par mois et avoir le temps de rien foutre, je serai heureux. Je m'étais vraiment mis ça dans la tête, c'était ma ligne de conduite. Et donc du coup, ça a quand même mis, on va dire, 3 ans à y arriver. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour ça, même trop. Et en fait, le fait d'avoir, on va dire, un revenu d'extérieur que je m'étais auto-créé et d'avoir du temps libre, je l'ai touché du doigt finalement très rapidement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas plus heureux que ça. Et là, ça m'a mis un petit peu comme une claque. En fait, ça a été ma première claque. C'était que j'ai vécu, on va dire, 3 ou 4 ans vraiment totalement dans une illusion. Enfin, pour moi, c'est comme ça qu'en tout cas, je l'ai ressenti. Donc, du coup, j'ai fait une dépression. Alors, je ne vais pas dire dépression, j'aime pas, je vais dire un burn-out. Burn-out, oh yeah. C'est plus sympa. Oh, you speak English very well, ouais. Bon là vraiment je me mets à nu, hein. Mais j'ai pas dit que j'allais me mettre tout nu, attention, s'il vous plaît. Hein. Pas tout de suite. Donc du coup j'ai fait un burn-out, donc du coup avec Marlène qui est au fond, elle m'a dit va chez le médecin, j'ai été chez le médecin me prévient, me dit écoute, il faut prendre des médicaments. Il m'a quand même dit que c'était une béquille et qu'il y avait un autre problème à régler. Du coup j'ai pris les médicaments, ça s'est super bien passé et j'ai commencé à faire un gros travail sur moi. Et je suis tombé au hasard entre guillemets, sur le livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et j'ai commencé à travailler sur être plus présent. Donc quand j'entends être plus présent, c'est juste savoir ce que je fais au moment où je le fais, voilà, et essayer d'arrêter de penser. Donc du coup, ça a commencé à me guérir vraiment de la dépression. Donc par la suite, j'ai pu me détacher des médicaments finalement assez rapidement et assez facilement. Et en fait, toujours par hasard avec des guillemets, comme je suis quelqu'un qui a toujours été sujet aux rêves, j'ai toujours une très très bonne mémoire de rêves. Alors pas lucides, mais des rêves tout à fait standards, hein, des rêves qu'on subit, des rêves passifs. J'ai commencé à me renseigner et j'ai découvert le terme des rêves lucides que je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé à lire et à lire tout simplement, à savoir que dans un rêve, on pouvait finalement faire ce qu'on voulait en étant conscient. Moi, j'étais un peu sceptique, mais j'étais curieux et je me suis pris au jeu. Et en fait, finalement, après 2 semaines, après quelques entraînements, je me suis retrouvé pour la première fois donc conscient dans un rêve, donc réveillé dans un rêve, c'est-à-dire que on est immergé dans un environnement en 3D, même des fois en 4D, en tout ce qu'on veut, avec ses facultés mentales de la vie de tous les jours et avec ses sens. Et là, pour moi, personnellement, ça m'a mis une grosse claque parce que c'est quelque chose, c'est une expérience en fait que j'aurais même pas pu jamais concevoir avant.
dans le sens où si ce que je suis occupé de vous raconter là, je me le serais raconté au mois d'il y a 3 ans, j'aurais dit le gars, faut le claquer à Bayeul, quoi. Clairement, c'est bon, quoi. Et donc c'est comme ça qu'a commencé. Et puis après, donc du coup, j'ai croisé le chaman Jérôme qui m'a aidé un petit peu. Et donc, ouais, suite au rêve lucide, après, suite au rêve lucide, il y a encore eu d'autres expériences qui se sont découlées. Et puis finalement, je me suis ouvert à tout un univers que je ne connaissais pas du tout et qui finalement amène à toujours plus de questions. Voilà. Ok. Par quoi on commence ? Je vais vous proposer juste, on en reparlera après, mais une petite expérience. Vous allez regarder votre main. L'une ou l'autre, choisissez. Voilà. Et comptez vos doigts. 13. Voilà. Bon, pour la plupart des gens, sauf lui, on peut compter environ 5 doigts. Hein ? Pour la plupart, c'est vrai. D'accord. Hein, et votre main, elle vous paraît humaine. Hein, c'est juste une question. Elle vous paraît humaine, votre main ? Oui. D'accord. Ok. Et elle vous paraît comme tous les jours, quoi. D'accord. Ok. Bien. Et maintenant, une autre expérience avec cette même main ou cette autre main, au bout de l'autre bras, bouchez le nez comme ça. Et la bouche. Voilà, et restez comme ça 15 minutes. Non. Et tentez de respirer. Ça marche ou ça marche pas ? Arrête Laurent, tu deviens tout rouge. Ah. Non. Ok, ça marche pas, d'accord. Gardez ça en tête et on va continuer. Et de temps en temps, on s'amusera à refaire ça pendant la conférence. Ok. Dans le rêve lucide, bon, ça se passe dans le sommeil. On peut parler peut-être un peu du sommeil. En règle générale, quand vous allez faire dodo, c'est parce que vous êtes fatigué de votre journée et vous imaginez que dans votre lit, vous allez vous reposer. Hein, votre lit, c'est un endroit de repos. Ce n'est pas un endroit pour une nouvelle activité parce qu'on en a déjà eu assez pendant la journée. Et en fait, avec le rêve lucide, il y a quelque chose qui est un peu différent, c'est que pendant la nuit, on peut avoir une conscience prolongée, comme si nous étions en activité dans la journée, comme Sébastien vous l'a dit. Alors le sommeil, il y a plusieurs phases. C'est des phases de combien déjà ? d'1h30. d'1h30, exactement. Donc ces phases d'1h30, on les traverse tous plusieurs fois pendant la nuit. Il y a en règle générale une phase de sommeil. C'est sommeil lent. Sommeil lent, exactement. Puis après, sommeil profond. D'accord ? Donc on passe par ces phases, sommeil lent, sommeil profond, et puis après on remonte en phase de sommeil paradoxal. Et c'est ce qu'on appelle en anglais une phase REM, qui veut dire Rapid Eye Movement. En fait, parce que les yeux, ils bougent, et on va y revenir aussi à ces yeux qui bougent. Hein, donc ça constitue un cycle de sommeil. Et juste après cette phase de yeux qui bougent rapidement, eh bien, on se réveille, ou alors on a un micro-réveil, ou alors on n'est pas très conscient de ce réveil, et redémarre un autre cycle. Et dans une nuit, en fonction de la longueur de vos nuits, on peut dire que vous faites entre 4 et 7 cycles complets. Et la partie de REM, là où les yeux bougent rapidement, c'est en fait la partie où vous rêvez. C'est à cet endroit que vous pouvez prendre aussi conscience dans votre rêve de rêver. Parfois, ça se fait assez spontanément. Peut-être quand vous étiez enfant, vous avez eu ces expériences aussi que j'ai partagées tout à l'heure où, tiens, je suis conscient de rêver. Mais il y a un critère qui va pour ramener ces expériences dans le monde physique, c'est la mémoire. Parce que, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier soir ou avant-hier midi ? Déjà, vous voyez à quel point il faut déjà récapituler des choses. Alors, si je vous demande, mais de quoi avez-vous rêvé cette nuit ? Peut-être s'il y a eu quelque chose de marquant, vous vous souvenez, si ça a impliqué vos émotions, si ça a impliqué des personnes avec lesquelles vous étiez proche, peut-être vous êtes resté imprégné d'un vague sentiment de « Ah oui, tiens, j'ai rêvé de ça ».
Mais en règle générale, on les zappe au réveil, les rêves. On ne cultive pas vraiment la mémoire de rêve, la mémoire onirique, mémoire de rêve. Et donc là, ce qu'on aimerait faire, Sébastien et moi, c'est de vous partager quelques techniques pour que vous puissiez aussi faire des rêves lucides. C'est quand même sympa de rallonger notre conscience, le fait d'être conscient dans notre vie, de le rallonger aussi la nuit. C'est quand même sympa, non ? Et donc il y a plusieurs techniques, et il y en a certaines qui ont été étudiées scientifiquement, il y en a d'autres qui sont empiriques et on n'a pas assez de données scientifiques. Le but ici, c'est pas de vous faire vraiment un exposé scientifique, mais plus un exposé empirique de notre expérience et de ce qui a marché pour nous et ce qui peut peut-être aussi marcher pour vous si le sujet vous intéresse. Ouais. Quelle technique tu as utilisée, toi, Seb ? Alors, juste avant, j'aimerais juste rajouter un petit truc, c'est qu'au niveau des phases de sommeil, justement, donc on a dit que la majorité des rêves se déroulent pendant la phase de sommeil paradoxal. Et il faut aussi savoir que les premiers cycles de sommeil de la nuit, donc on va dire les 3 premiers cycles, généralement, sont plus propices à du sommeil réparateur. Donc, c'est-à-dire que la part de sommeil profond va être beaucoup plus grande par rapport à la phase de sommeil paradoxal. Et en fin de nuit, on aura moins de sommeil réparateur, on aura moins de sommeil profond et on aura donc une plus grande plage de sommeil paradoxal et donc de possibilités de rêve. Donc du coup, pour tout ce qui est entraînement au rêve lucide, pour maximiser ses chances de faire un rêve lucide, il faut toujours les faire plus en fin de nuit ou au petit matin. Parce que généralement, la première partie de la nuit sert vraiment à se reposer. Et si entre les phases... Alors, aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant de parler de la mémoire de rêve, il faut bien savoir que tout le monde rêve, tout le monde fait des rêves toutes les nuits. On en fait au moins 5 ou 6 par nuit. Et que selon le profil du dormeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va dormir d'une traite et qui va pas être conscient de ses micro-réveils, les rêves vont s'écraser les uns les autres au niveau de la mémoire, donc on ne va pas récupérer grand-chose. Par contre, quelqu'un qui va se réveiller plusieurs fois dans la nuit entre ses cycles de sommeil, il aura plus de chances à se rappeler ses rêves juste avant. Voilà. Voilà. Et donc du coup, les techniques pour se remémoriser les rêves, Jérôme. ça, je rigole. Alors du coup, déjà, tout simplement l'intention, c'est-à-dire de le décider. En fait, il y en a plein qui disent, moi je me souviens pas de mes rêves. Donc et donc du coup, en fait, il suffit déjà dans une première phase de vouloir le décider. Donc tout ça par tout simplement une simple une décision, une autosuggestion, en se disant, dès aujourd'hui, dès demain, de cette nuit, demain matin, en allant se coucher, on se dit je me souviendrai de mes rêves, ou alors même cette nuit, je me réveillerai entre mes phases de sommeil et je me souviendrai de mes rêves. Je me souviendrai, merci Jérôme, de mes rêves. Donc c'est déjà la première chose, c'est déjà de le décider et de le vouloir. Exactement. Et rien que le fait déjà que vous ayez décidé de venir dans une conférence sur le rêve lucide, ça peut déjà être une décision. Et ça peut déjà, c'est une décision qui peut avoir un effet sur cette nuit déjà, parce que en fait dans votre conscience vous ouvrez, ou alors peut-être le sujet était déjà ouvert, mais s'il n'était pas ouvert, eh bien vous ouvrez la possibilité à le rêve lucide, être conscient dans mon rêve de rêver, ça peut être intéressant. C'est quoi ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ensuite, une deuxième astuce consiste à juste poser une feuille, un bout de papier, un bloc-notes, un stylo près de son lit. Juste le fait de faire ce geste-là, on va aussi programmer donc la conscience à se souvenir des rêves. Le fait de savoir qu'on a de quoi noter près du lit va peut-être déclencher du coup des micro-réveils et du coup avec une mémoire de rêve. Donc ça c'est la deuxième astuce. Ensuite, bien entendu, tenir un journal de rêve, donc c'est-à-dire, après, c'est vrai que ça prend du temps, mais tenir un journal de rêve, c'est aussi très intéressant parce que c'est une démarche dans laquelle on met de l'intérêt sur le sujet, et donc du coup, le fait de mettre de l'intérêt sur le sujet va naturellement améliorer la mémoire. Donc ça, c'est le premier point positif de tenir un journal des rêves. Le deuxième point positif de tenir un journal des rêves, c'est de tout simplement commencer à avoir une
cartographie de son monde onirique, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à voir quels sont les personnages récurrents, quels sont les endroits récurrents, quelles sont les situations récurrentes, et le fait de déjà prendre conscience de tout ça, on peut déjà se faire, par exemple, une autosuggestion en se disant voilà, je sais que la prochaine fois que je vois cette personne ou que je vais à cet endroit dans un rêve, peut-être que je peux soupçonner que je suis en train de rêver. Voilà, donc ça c'est vraiment l'avantage de tenir un journal de rêve. Ouais. À propos du journal de rêve, ça a plus d'impact quand vous écrivez. Vous pouvez les enregistrer au réveil, d'accord, mais ça a plus, enfin, de ce que j'ai observé pour ma part, je ne sais pas si pour toi c'est similaire, mais quand on écrit, il y a un exercice de mémoire qui est un peu différent. Et au départ, ce que je faisais, c'est que quand je me réveillais, je notais quelques mots rapidement de ces rêves. Mais en fait, on s'aperçoit que parfois on arrive au bout de la page et on relit le mot au début de la page et on a déjà zappé à quoi ça correspondait. Donc c'est préférable. Donc si vous notez un mot comme ça, parce que vraiment vous avez les idées, la mémoire qui vous jette tout d'un coup, il faut vraiment mettre des phrases avec ces mots. D'accord, ou un petit dessin à côté qui vous rappelle la situation, le contexte, d'accord, de façon à ce que votre journal de rêve soit de plus en plus enrichi. Et effectivement, c'est très juste ce que Sébastien disait, vous allez déjà pouvoir repérer les choses récurrentes et ça va nous donner des sortes de déclencheurs pour la suite, pour déclencher un rêve lucide. Et ensuite, un exercice aussi qui est sympa, autant pour travailler sa mémoire que pour s'endormir, pour ceux qui des fois galèrent un petit peu à s'endormir, c'est tout simplement, une fois qu'on est couché, les pensées, on va dire, de la journée sont passées, qu'on commence un petit peu à se détendre, c'est d'essayer de faire un travail de remémoration de sa journée, en fait, du début jusque le soir. Et c'est-à-dire que voilà, vous imaginez, bon, ce matin je me suis levé, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je me suis pas lavé. Ce que j'ai fait. Comment tu le sais? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, essayer de se rappeler de ce qu'on a mangé, à qui on a discuté, etc. Moi, je l'ai déjà fait, je le fais assez régulièrement. Et finalement, des fois, j'arrive à l'atelier de pizza, puis je suis déjà parti dans le sommeil donc c'est un bon exercice autant pour s'endormir assez rapidement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça implique quand même une certaine concentration de faire ça, parce que s'endormir en ayant cet objectif de se remémorer la journée, je vous prie de croire que la petite boîte qu'on a dans la tête, le petit hamster là, qui vient ramener des petites pensées, voilà, etc., il vient souvent. Donc c'est-à-dire qu'on peut dire, ah, ce matin je me suis levé, j'ai tiré mon calbut pour aller me laver, et là on est déjà parti, ah, qu'est-ce que je dois faire cet après-midi? Et donc c'est super intéressant parce que du coup on prend conscience de ça, et ça permet de recentrer du coup son attention sur cet objectif. Et ça, c'est une forme on peut dire, de méditation, de fait de revenir. C'est de maintenir l'attention dans le moment présent. Voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait. Maintenir l'attention au maximum dans le moment présent. Et vous avez vu, hein, la mémoire revient assez souvent, mais ça, on pourra le développer. La mémoire est très associée au moment présent. Hein, vous vous souvenez des choses quand vous êtes très impliqué, très présent dans une situation. L'exemple que je prends régulièrement, c'est si vous lisez des livres ou un programme ou quoi que ce soit et que vous êtes en train de penser à autre chose, au bout de 10 pages, vous allez dire « mais je ne sais pas du tout ce que j'ai lu, j'ai aucune idée ». Par contre, vous allez peut-être vous souvenir de ce à quoi vous étiez en train de penser. Donc l'idée, c'est de récapituler les journées en étant très présent. Et si pendant cette période de récapitulation, donc quand vous allez vous coucher, vous récapitulez votre journée, il y a d'autres pensées qui arrivent, eh bien c'est de s'en rendre compte et de remettre votre attention sur le fait de récapituler la journée. C'est un bon exercice pour développer la mémoire parfaite. Et après, en parler, tout simplement en parler des rêves, c'est-à-dire que vous pouvez partager des rêves avec des amis, de la famille, sur un forum. C'est aussi des exercices qui permettent aussi d'entretenir cette mémoire onirique et du coup cet intérêt porté va faire en sorte que vous ayez une bonne mémoire de rêve. Dernière chose aussi, un exercice aussi, c'est le matin, généralement quand on se réveille, dès qu'on ouvre les yeux, finalement on met toujours un petit peu de temps à se réveiller et finalement on a encore une fois, c'est ce que je disais, on a toujours ces petites pensées de la journée qui vont arriver, etc.
Ce qui est intéressant aussi en termes de travail de remémo, c'est qu'une fois qu'on ouvre ses yeux, enfin justement, c'est qu'il ne faut pas les ouvrir. C'est que du coup, en fait, quand on se réveille, il faut essayer de maintenir ses yeux fermés et surtout rester immobile. Pour que, en gros, l'esprit, la conscience commence à s'éveiller, mais le corps dort encore. Et en faisant ces petits exercices, c'est-à-dire de balayer un petit peu les gens que vous connaissez, les lieux, vous pensez à la belle-mère, vous pensez au travail, vous pensez ou alors à vos personnages récurrents de rêve. Du coup, des fois, tout d'un coup, vous allez avoir juste une petite image en fait qui va vous venir, et finalement, vous allez pouvoir, comme une pelote de laine, dérouler le petit fil de l'histoire qui va venir, et ça, c'est super intéressant. Et aussi, dans le fait de noter ses rêves, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez très bien écrire un rêve qui vous vient à l'esprit pendant que vous le notez, et en fait, le fait de repenser, de réécrire ce rêve, ça va vous rappeler un autre rêve que vous avez fait un petit peu avant, quoi. Ou même des détails de ce rêve. Si vous commencez à un carnet de rêve là, demain, peut-être vous allez jeter 2-3 phrases dessus. Et puis au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler, vous allez voir que vous allez commencer à avoir votre carnet qui va grandir et grandir parce que votre mémoire va être de plus en plus développée. Les détails que vous allez pouvoir coucher sur le papier vont être aussi beaucoup plus nombreux. Oui. Tu voulais enchaîner avec un truc ou... Non, moi c'était bon pour la mémoire. Donc pour la mémoire, je peux... Vas-y, je vais juste me charger de l'eau, moi. Ouais, j'aurais pu te servir, tu sais. Je voulais ajouter quelque chose pour la mémoire. Ça fait quelques années maintenant que je démystifie sur la région les histoires de chakras, de méditation et de tenter de raccorder la médecine avec ces choses-là. La mémoire, en fait, c'est associé au premier chakra. C'est quoi un chakra ? Un chakra, c'est une pompe ou une valve qui fait l'interface entre ce qui se passe dans votre conscience et ce qui se passe dans votre corps physique. Et le premier chakra, il est ici, au niveau de la base de la colonne vertébrale. Et lui, en fait, une de ses fonctions, c'est vraiment de maintenir la conscience de la personne dans son corps physique, là, maintenant. D'accord ? Et donc, si vous regardez le fait d'être très présent, avec quels aspects cette chose-là est liée, eh bien, il y a souvent une chose... Ouais. Il y a souvent une chose qui peut casser ce moment présent, c'est l'émotion de la peur. Parce que la peur, en fait, elle nous emporte vers le futur. On a peur de ce qui va se passer ou de ce qui va se passer dans une seconde, dans 10 minutes, dans 5 ans. Et donc la peur, c'est une émotion dirigée vers le futur. Et si vous vous dirigez vers le futur et que vous imaginez des images qui ne vous rendent pas service, ce qui va vous revenir, c'est cette émotion de peur. Donc la peur, c'est quelque chose qui peut couper le fait d'être vraiment dans le moment présent, parce que ça affecte la sécurité et la confiance, par opposition. Et il y a autre chose aussi, si on développe notre mémoire de plus en plus dans le moment présent, et que la peur c'est vers le futur, quelle émotion est liée au passé ? La culpabilité. Donc j'aurais dû, j'aurais pas dû, il aurait pas dû, voilà. Donc si vous avez cette façon de penser vers le futur, vers un futur désagréable ou vers un passé avec certaines formes de regret, ça peut aussi couper votre lien au moment présent. D'accord ? Donc, pas totalement, évidemment, mais pour le maximiser, l'idée c'est que maintenant, là, si je suis vraiment présent, il n'y a pas cette émotion de peur, il n'y a pas non plus cette émotion de culpabilité, je suis juste là, et là en train de me souvenir, en train de récapituler. D'accord ? Et ça exerce la mémoire aussi. Ça exerce la mémoire pour, notre réalité physique, mais ça exerce aussi la mémoire pour les rêves. C'est bon. C'est bon pour le carnet de rêves ? Ouais, c'est pas mal. Ok. Tu vas enchaîner avec quoi ? En Dis-moi. fait, j'aurais pu parler des types de rêves lucides qui existent. Oui. C'est sympa. Donc en fait, il y a 2 types de rêves lucides. Il y a ce qu'on appelle les DILD et les WILD. Bon, je vous fais l'impasse sur l'acronyme en anglais. De toute façon, je ne parle pas anglais, donc ça ne va pas vraiment aider. Fais-le en dunkerquois. Mais en gros, le DILD, donc c'est un rêve induit par un rêve lucide induit par un rêve. C'est-à-dire que en gros, on prend conscience pendant un rêve qui est déjà en train de se dérouler. D'accord ? Le rêve a démarré.
on prend conscience pendant le rêve. Ça, c'est une première méthode. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de se remémorer de ses rêves, parce que si on n'a aucune mémoire de rêve, c'est quasi impossible de devenir conscient. Je dirais même encore plus, on peut faire un rêve lucide et pas s'en souvenir. Et ouais. Et là, c'est ballot. Et ça, parce que si on fait 10 rêves lucides dans la nuit et qu'on n'a pas la mémoire pour s'en souvenir... Voilà, donc ça c'est un point, et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne mémoire onirique. Et la deuxième façon d'entrer dans un rêve lucide, donc c'est la méthode Wild, et la méthode Wild, c'est un rêve lucide induit de par l'éveil, donc c'est-à-dire c'est s'endormir consciemment. On s'endort et on plonge dans un rêve lucide. Directement, du stade d'éveil, et ça c'est possible aussi. Mmh. C'est les deux façons d'entrer dans un rêve lucide. Peu importe la façon qui est utilisée, après, qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves lucides, quoi? Bah, beaucoup de choses. Oui. Le premier, ça s'écrit comment déjà? Alors, ça s'appelle c'est un acronyme pour dire, je ne sais même plus comment on dit ça, Dream. Ouais. Dis les acronymes. DILD, D-I-L-D. Wild, W-I-L-D. Donc c'est les deux types. Et le premier, c'est quand on rêve et qu'on est en train de se dire... Voilà, donc en fait, le DILD, c'est exactement ça. En fait, c'est une prise de conscience dans un rêve pendant que le rêve se déroule. C'est-à-dire qu'on démarre un rêve passif, comme un rêve standard, et tout d'un coup on percute. Donc ça s'appelle le DILD. Et donc le WILD, c'est le fait par des exercices de relaxation et de relaxation, d'arriver directement lucide dans un rêve, un réveil. On peut prendre un exemple pour le premier. Si tu veux, je peux raconter mon premier rêve lucide. Bien sûr, bien sûr. Mais vas-y, comme ça, après, je vais dérouler une liste d'exemples, mais vas-y, tu as un très bon exemple. Donc c'était mon premier rêve lucide, donc qui m'a bien marqué forcément. Je dors. Donc j'avais fait quelques exercices du coup. D'ailleurs, je vous conseille maintenant de regarder vos mains et de compter vos doigts. Très intéressant. Alors combien? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 7. Est-ce que ma main, elle paraît humaine? Est-ce que c'est vraiment ma main, ça? Ouais. Ok. Il semblerait que ce soit vraiment ma main, donc je ne suis pas en train de rêver alors là. Là, fais voir. Non, ok. Longueur normale de doigts, tout ça. Ok. Et est-ce que je peux respirer si je fais ça? Non, j'arrive pas. Peut-être je suis dans la réalité alors. Ok. Je suis vraiment dans une conférence. Donc du coup, premier rêve lucide, donc après quelques exercices justement d'entraînement, de tests de réalité, mais ça on en reviendra un petit peu après, oui. Je dors et dans cette nuit-là, je rêve que je pars en vacances en avion avec mon fournisseur de saumon à TT Game. Donc c'était il y a TT Game là, donc on travaillait avec ce fournisseur de saumon et donc je rêve, j'étais dans un... Ah non mais, ouais, mais pourtant c'est vraiment pas le but. Parce qu'en plus, dans le rêve, on était un peu en couple. C'était un peu compliqué. En couple avec le saumon ou... Non, pas avec le saumon. Ok. Donc du coup, je rêve que je suis dans un avion en train de partir en vacances. Puis on est là, on discute dans l'avion. Bon, l'avion qui a rien à voir avec un avion standard. Hein. C'était un avion où tout le monde était debout. Il y avait un bar, il y avait de la pompe à bière, etc. C'était cool, quoi. Un vrai avion dunkerquois. Un avion dunkerquois. C'était un rêve sympa, ouais. Bon, un rêve normal, attention. Donc on descend, on atterrit, etc. J'étais un peu paniqué, je ne le trouvais plus à l'aéroport, où est-ce qu'il est, et du coup on commence à traverser une ville, en fait, on aurait dit une ville un peu des pays asiatiques, et il y avait beaucoup de monde, etc. Et on devait rejoindre un hôtel. Et en fait, donc là le rêve démarre, on est dans le rêve, pas conscient du tout, et du coup dans le rêve, je monte des escaliers en fait, et en fait je regarde par la fenêtre et je vois une ville... ancienne, je sais pas, c'était une ville portuaire, mais des années bissextiles. C'était vraiment quelque chose d'ancien, on aurait dit Byzance, même si je sais pas quoi ça ressemble, mais c'était vraiment quelque chose de très particulier, surtout au niveau des couleurs. Il y avait un teint de couleurs, c'était vraiment très très beau en fait, des couleurs qui n'existaient pas, etc. Et en fait, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à me réveiller dans le rêve, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder par cette fenêtre tout en montant des escaliers, et je me suis dit, mais je me suis posé la question, je me suis dit comment que ça se fait que mon cerveau il peut créer des images et des paysages pareils alors que je suis en train de dormir. Et là,
Et là j'ai eu un sursaut, en fait. J'ai vraiment senti le sursaut physique. Et je me suis réveillé, donc j'étais là, avec ma faculté de penser, avec mes sens. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Clairement, c'était ça. C'est quoi ce bazar? Sous le coup de l'émotion, pourquoi je rigole? Sous le coup de l'émotion, le rêve a commencé un petit peu à se désagréger, parce que quand on est très très émotif dans un rêve, Ouais. le rêve se désagrège et puis on finit par se réveiller. Mais comme je m'étais renseigné un petit peu auparavant, je me suis dit cool, tout va bien. J'ai réussi à mettre de la distance entre mes émotions et ce que je voyais. Et il y a quelques techniques pour, on appelle ça stabiliser des rêves, donc pour le réancrer autour de soi. Et oui, donc du coup j'ai regardé mes mains, et c'est ça que je voulais dire, c'est que justement j'ai regardé mes mains, et je me suis dit ouais, je crois que je suis en train de dormir. Non, je suis en train de dormir, et là j'ai eu le réflexe du coup de regarder mes mains. Et là j'ai regardé mes mains, j'ai compté mes doigts, et j'avais un 6e doigt qui était ici en plein milieu. Et c'est là que mon cœur il a commencé à faire mais c'est quoi ce truc de fou? Et c'est vraiment impressionnant. À quoi il sert? Hein? À quoi il sert ce Ah bah 6e celui-là doigt? il sert à pas à grand chose. Il m'a servi à prendre conscience dans le rêve, donc j'étais super content. Et donc du coup, et là j'étais là, je peux le dire comme un con, je suis dans un hôtel avec le gâchis. Maintenant je suis conscient, bon qu'est-ce qu'on fait? On va boire un coup? Non. Et du coup en fait, en fait je sais pas pourquoi, mais le premier réflexe que j'ai eu, j'ai pensé à un chat en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à un chat, et en fait tout d'un coup le chat, paf, il s'est matérialisé devant moi, en 3D, il est passé, etc. J'étais dans un couloir d'hôtel, et du coup j'ai pensé à Marlène qui est ici au fond de la salle, et la porte s'est ouverte et je l'ai vue, mais elle était là, je pouvais la palper, la toucher, la palper, etc. Et suite à ça, je me suis réveillé, et donc, du coup j'ai réveillé Marlène et j'ai dit ouais, j'ai réussi, c'est un truc de fou. Ça a été vraiment un truc de fou. Donc ça c'est vraiment l'exemple typique d'un rêve en DILD. Voilà. Et donc voilà. Donc vous voyez à quel point la mémoire, parce que là, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans et demi, c'est ça? 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. T'as fait combien de rêves lucides depuis? Ouais, je dirais bien 300. Ouais. 300, Et donc ça compte, hein. Mais pourtant, vous voyez le nombre de détails qu'on peut réussir à ressortir. Parce que c'est vraiment vécu comme là, maintenant. Et donc, ça c'est un très bon exemple, l'exemple du saumon et tout ça, de l'avion avec un bar, où tout le monde est debout, c'est une scène incongrue. Et en fait, les scènes incongrues, ça peut être des déclencheurs pour justement nous aider à prendre conscience dans le rêve de rêver. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est là, pour nous, c'est peut-être un peu une scène incongrue parce que c'est la première fois qu'on fait une conférence à deux. Bon, il y a un peu de gens à qui parler. Et donc, des fois, il faut vérifier. Est-ce que je suis dans un rêve ou pas? Non, ça va. Il n'y a rien de vraiment incongru. Tout le monde a une tête, 5 doigts. Il n'y a personne en train de voler, pas de ballon qui décolle, etc. Enfin, vous voyez, ça, c'est vraiment un outil déclencheur. Pour moi, c'est un des principaux, l'incongruité d'une situation. Ça peut être aussi une personne que vous voyez, mais vous savez qu'elle n'est pas pas du tout dans votre environnement. Soit parce que cette personne, elle n'est plus dans un corps physique, ou soit parce qu'elle est très loin géographiquement. Ça peut être aussi On n'est plus avec cette personne, mais on la retrouve dans un rêve. Ouais, ça peut arriver aussi, effectivement. Voilà. Ou un animal qui commence à parler, sans que vous ayez consommé de saumon magique ou de trucs comme ça. Ouais. Donc toutes ces choses-là, c'est intéressant de les vérifier. Ce que nous avons fait tout à l'heure, on peut basculer sur le test de réalité un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, le test de réalité, donc justement, c'est... Alors, là, il y a une technique qui marche bien, donc du coup, c'est vraiment la technique de la présence. Donc ça, c'est vraiment une technique pour faire un rêve en DILD, donc je répète, donc c'est-à-dire prendre conscience pendant qu'on est en train de rêver. La technique, c'est la technique de l'ADA, l'apostrophe ADA, qui est l'acronyme. On dit un acronyme, ouais? Non, une abréviation? Dis ce que tu veux. Je vais dire un acronyme, même si c'est pas ça, je le dis. Qui est l'acronyme donc de All Day Awareness. All Day Awareness, ça veut dire, en gros, c'est être vigilant et être au taquet toute la journée.
Pourquoi c'est très intéressant. Et donc du coup, et en plus le fait de faire cet exercice, c'est vraiment quelque chose de bénéfique même pour la vie de tous les jours. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de la présence. Cet exercice, en fait, c'est très simple et très compliqué. C'est simple parce qu'il n'y a pas de technique. En fait, la technique, c'est juste de savoir ce qu'on fait au moment où on le fait. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, quand vous vous levez, déjà dans votre lit, on pense tout le temps. L'être humain, il pense tout le temps. Et donc, comme on pense tout le temps, on n'est jamais présent. On n'est jamais là au moment présent. Et donc, du coup, le fait de cultiver cette présence la journée, et du coup, en rajoutant ce petit test de réalité derrière, va mettre en place un réflexe qu'on pourra reproduire du coup pendant les rêves. Je prends un exemple qui est très simple, très compliqué. Très simple. Prends un exemple très compliqué, ouais. Là, ici, je suis debout devant vous, dans une salle que je ne connais pas. Il y a des têtes que je connais, il y a des têtes que je connais pas, et je suis à côté de Jérôme en train de faire ma première conférence. Alors là, c'est la réalité, on est bien d'accord, mais clairement, cette scène-là que je suis en train de vivre, ça pourrait très bien être potentiellement une scène de rêve. Au même titre que vous. Alors, il y en a qui me disent qu'est-ce que je fous là déjà? Qu'est-ce que je fous ici? Mon père là-bas, il est assis, il dit qu'est-ce que lui raconte comme connerie, machin. T'as Julien là-bas, pareil. Et il y en a qui sont assis, ils se disent qu'est-ce que je fous là? Mon pizzaïolo, il est en train de faire une conférence sur les rêves lucides. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, finalement, tout le monde pourrait très bien. En fait, on est tous, tout ce qui se passe ici, pour tout le monde, c'est potentiellement une scène de rêve. Est-ce que c'est pour autant qu'on remet en question la réalité? Non. Pourquoi? Parce que dans la vie, on est toujours acteur. On est toujours acteur. Donc, quand je dis acteur, on est toujours occupé de penser, on est toujours au taquet. Et du coup, on ne prend jamais le temps un peu de prendre du recul, d'observer les scènes. Mais clairement, là, ça pourrait très bien être une scène de rêve. Vous pouvez très bien vous réveiller demain matin, ou vous aurez très bien pu vous réveiller en disant j'ai rêvé que Neige faisait une conférence sur le... Et c'est exactement ça. Et donc, du coup, le fait d'être plus présent dans la journée, avec cette technique, ça permet déjà d'être plus présent, donc de travailler sa mémoire. Ça permet de moins penser, de toujours porter son attention sur le moment présent, donc moins penser au passé, moins penser au futur. Donc du coup être moins stressé aussi en général. Au futur. Et du coup ça permet aussi d'être plus permanent, de commencer à jouer un petit peu au détective et à essayer de repérer les incohérences qu'on pourrait répercuter dans un rêve. Par exemple, vous abolez dans la rue, il y a une mouette qui vous chie dessus, et en même temps vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis super longtemps. Alors on va faire fais chier machin, qu'est-ce que ça dit, ça va machin, etc. Puis on passe avec la même main. Avec la même main, oui. Ouais. Ça. Et du coup, on passe à autre chose. On est un peu comme des robots finalement. Hein. C'est vrai qu'on est on est un peu des machines pour ça. Mais par contre, si ça arrive là, paf, on fait ça, wow, qu'est-ce que c'est? C'est une merde de pigeon. Et du coup, qu'on voit cette personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, etc. C'est pareil. Il y a des fois des personnages qu'on voit en rêve on se dit mais pourquoi on a rêvé de lui? Et bien justement, quand ces situations se présentent dans la journée, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question si on n'est pas dans un rêve. Même si vous savez que vous n'êtes pas dans un rêve, mais de se poser honnêtement et sincèrement la question. Est-ce que je suis vraiment dans un rêve? Parce que là, c'est quoi ce bazar? Lui, je l'ai vu, waouh, ça pourrait être typiquement une scène de rêve. Et donc, du coup, le moyen de vérifier si on est dans un rêve ou pas, du coup, c'est là que vient le test de réalité. Regardez ses mains et les compter sincèrement. Dire, regardez, on regarde ses mains, j'ai 5 doigts, c'est bon, là, je suis pas en train de rêver. Je fais une conférence. Moi, je n'ai 10, hein. Ouais, t'as 2 mains aussi. Ah ouais. 2 mains. Moi, j'en ai 11. Et du coup, donc, voilà, le réflexe de faire ça, c'est ça. Le fait de cultiver ça la journée, en fait, et c'est simple, hein, en pratique, en théorie, c'est très simple et c'est très compliqué parce qu'on a tellement notre attention qui est omnibulée partout, quoi. Le fait de cultiver ça, un jour, vous allez rêver, plutôt, mais dans votre rêve, vous allez avoir ce même réflexe, c'est-à-dire que vous allez voir un truc chelou, je sais pas moi. Un truc, petit astérix, louche. Un truc bizarre, et du coup, là, vous allez vous demander, mais c'est peut-être un rêve, mais vous allez peut-être même pas être convaincu. Exactement. Et du coup, le fait de regarder ça, vous allez faire votre fameux test de la réalité, donc c'est-à-dire regarder vos mains, ou boucher votre nez et inspirer, et là, la surprise sera sûrement que l'air passe, ou alors que vous allez avoir des mains
un peu bizarre. Alors tout peut arriver, hein. On va avoir 6 doigts, 7 doigts, 8 doigts, des moyons, des pattes d'ours, etc. Et du coup, c'est cet élément déclencheur qui va faire que, du coup, vous savez que vous êtes en état de rêve. On peut aussi compter et avoir quand même 5 doigts. Oui, et donc alors à ce moment-là, tu fais ça. Oui, donc après, on peut faire aussi un deuxième test de réalité. Ouais. Tu vois, on n'a pas le moyen. Si on compte et qu'on a encore 2 doigts, tu vois, Oui. comment on sait qu'on... Eh ben, il faut faire un deuxième test de réalité, donc c'est-à-dire boucher son nez. Ok. C'est possible, si on n'est pas convaincu. Parce que notre corps, on ne va pas bouger. Non. Alors, quand on dit regarder ses mains, c'est regarder ses mains de rêve. Hein. C'est pas ses mains dans son lit et faire ça. Si on fait ça dans le lit, c'est qu'on est déjà réveillé. Hein, l'idée, encore une fois, c'est c'est un exercice qu'on fait une fois qu'on a pris conscience qu'on était en train de rêver. Donc, quand je dis on regarde ses mains de rêve, dans les rêves, avec son corps de rêve. Hein. Ouais, faites pas ça dans la maintenant. Et il y a même des fois où c'est très possible, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai pris conscience que j'étais... Enfin non, j'ai pas pris conscience. Je regardais mes mains, j'avais 6 ou 7 doigts. Et en fait, les personnages de rêve qui étaient autour de moi, ils m'ont tellement pris la tête. C'est les personnages qui me disaient « Ben non, c'est bon, on rêve pas !» Ah ben non, mais c'est un truc de fou. Et du coup, en fait, j'ai eu un éclair de conscience et je vais rebasculer en rêve normal. Et là, tu te réveilles, mais tu dis « Mais je suis con, mais c'est pas possible. » J'avais 7 doigts et j'ai cru que j'étais dans la vraie réalité. C'est exactement ça, ouais. Et ça, c'est typique. Hein, Et donc, du coup, les fameux tests de réalité, donc du coup, il y a le fait de regarder ses mains, voilà. Il y a le fait de boucher son nez et d'inspirer. Mhm. On peut aussi, effectivement, passer son doigt dans la paume de sa main et du coup, ça traverse. On peut passer ses mains à travers les murs. Ça marche pas vraiment, se pincer. Parce que, en fait, tous nos sens, eh bien, on les a aussi dans les rêves. Si dans un rêve, on se pince, on le sent. Alors, le truc pince-moi, je rêve. On sent les odeurs aussi. On a vraiment nos sens, le toucher, le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat. Tout ça, ce sont des sens qui sont aussi projetés dans la dimension onirique. Donc les tests avec les sens... Ou alors après, ce qui marche aussi, c'est de sauter. Ouais. Et si on vole, ça veut dire qu'on est dans un rêve. Donc si jamais, la prochaine fois que vous faites votre shopping à Dunkerque, vous pouvez essayer de sauter pour voir si ça marche. Bon, vous aurez un peu l'air con, mais bon, ça fait guise de test de réalité. Donc voilà, donc c'est important, donc toujours essayer d'être présent, essayer de ramener son attention au moment présent, essayer de voir les petites incohérences à chaque fois, que ça peut être un réflexe, à chaque fois que vous passez une porte, à chaque fois que vous allez dans un endroit, c'est de dire tiens, en fait je serais pas en train de rêver. Et bon, comme je vous dis, ça paraît un peu bizarre de faire ça, mais même si on sait qu'on rêve pas, il faut le faire, il faut cultiver cette habitude. Comme un réflexe. Et après ça va se répercuter dans le rêve. Mais attention aussi, il faut pas dire tiens, je regarde ma main et c'est terminé. Parce que si vous faites ça, vous allez aussi cultiver le réflexe de le faire dans le main. Et en fait, moi c'est pareil, c'est déjà arrivé dans un rêve, j'étais occupé de conduire, etc. J'ai regardé ma main, mais j'ai regardé sans regarder. Pourtant, j'étais dans un rêve hyper récurrent, du temps où je travaillais dans l'automobile. C'est un rêve que je fais, et bizarrement, c'est un rêve récurrent que je fais, et je suis très rarement conscient. Je vis mon rêve à fond, c'est vraiment un truc de fou. Et donc du coup, il faut y penser au test de réalité, de le faire, hein, parce qu'encore une fois, on est vraiment... Et vraiment être très impliqué. Il y a une application qui est sympa, qui s'appelle Awoken, donc A-W-O-K-E-N. Et c'est une application, une fois que vous la téléchargez, vous pouvez programmer, on va dire peut-être 15 ou 20 sonneries aléatoires dans la journée, une sonnerie spécifique. Et du coup, elle peut vous faire penser de faire un test de réalité au moment où vous, comme ça vous permet d'avoir... Ouais, au minimum 5 fois, je dirais. Au minimum. Moi, je dirais bien même 5 fois le matin, 5 fois l'après-midi. Voilà, c'est ça. Une bonne dizaine de fois. Voilà. Ouais. Et 15, c'est bien, quoi. 15, on commence à pouvoir transporter ce réflexe dans nos rêves. Et donc, du coup, oui, que peut-on faire aussi en rêve lucide? Parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Le coup classique, hein, c'est quand on commence à rêver, il y a l'envie de voler qui arrive, quoi. Mm-hmm. Enfin, voler, pas des objets, hein. Voler comme ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on veut vraiment... Je ne sais pas si c'est commun à tous les humains, d'accord, mais voler, c'est sympa. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas juste voler. On a aussi les sensations qui vont avec. Les sensations d'accélération, de décélération, l'impression d'auteur. On a vraiment l'ensemble du système sensoriel qui est impliqué dans l'expérience de rêve. Alors quand on le fait déjà d'une manière
inconsciente, c'est-à-dire dans un rêve où on n'est pas conscient de rêver, quand on s'en souvient le matin, ah c'est sympa, je me souviens d'avoir volé, etc. Mais là, vous pouvez aller d'un point A à un point B, vous pouvez décider de voler à telle hauteur ou à telle autre hauteur. Et ça, c'est assez sympa dans les premiers rêves. Hein, on peut, enfin, moi j'étais peut-être un peu tordu dans mes rêves, mais je me suis amusé à me découper en petits morceaux. Alors, ça c'est pas un test de réalité, hein. Hein, vous vous amusez pas à faire ça en test de réalité, non. Hein. Mais si vous êtes vraiment conscient dans vos rêves de rêver, eh ben, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va rester. Parce que vous rêvez aussi de votre corps physique, hein, à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui reste ensuite quand on s'enlève cette projection du corps physique ? Tu t'es déjà amusé à faire ça ? Oui. Ah oui, toutes les projections. Non, mais de t'amuser. Ah oui, je me suis coupé un doigt un jour. Ah, je me sens moins seul. Ah, si, je l'ai fait une fois. Ouais. C'était un doigt. J'ai mis du temps à le faire, mais j'ai fait. C'était un doigt. C'était le doigt. Ok. Et parfois oui, parfois non, mais les sensations de douleur sont différentes quand on a pris conscience dans le rêve qu'on rêvait. Ouais. Donc voler, faire des expériences complètement incongrues comme celle que je viens de citer. T'en as d'autres des... En fait, comme je dis, les seules limites, c'est vraiment l'imagination. Oui. Moi, par exemple, quelque chose que j'ai pris beaucoup de cœur à faire, c'est par exemple mes grands-parents qui sont décédés, c'est de pouvoir les appeler, en fait, parce qu'on peut appeler qui on veut. Et du coup, en les appelant, il y a une projection, en fait, parce qu'en fait, dans cet état modifié de conscience, la pensée, en fait, elle est enfin, en fait, la pensée se matérialise en temps réel. Donc du coup, moi je m'amuse des fois à appeler quelqu'un. Donc des fois je fais « Papy, t'es où papy ?» je suis dans le rêve, je suis occupé d'appeler mon grand-père ou ma grand-mère et je les vois. Donc du coup, je suis bien conscient que ce sont des projections, hein, mais ça reste quand même très positif parce que même si c'est une projection, encore une fois, je les vois comme je vous vois vous, c'est-à-dire que je les palpe, je les touche, je les sens et du coup, en étant conscient et j'essaie de discuter avec eux, mais comme c'est des projections, c'est des personnages de rêve, donc c'est-à-dire que c'est une partie de moi, et du coup les dialogues ils sont un petit peu incohérents, on a toujours un peu incohérents. Donc du coup, à pouvoir appeler des personnes, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Non, je veux pas. Ah oui, oui. Les personnes qu'on appelle qui sont plus là, par exemple, ou quand elles viennent dans les rêves, c'est pas. Enfin, moi, je m'étais dit que ça pouvait être. Vraiment eux en fait, parce que je me souviens d'un rêve que j'avais fait où j'avais appelé, enfin j'avais souhaité que mon père vienne, il était venu et je l'ai touché, mais la texture de sa peau c'était exactement la même quand il était vivant. Pour moi, c'était sûr, c'était lui, et juste c'est vraiment eux, enfin pas en fait, moi j'ai plaisir à me dire que c'est vraiment... Je vais laisser Jérôme répondre sur ce sujet. Non, par contre, moi, après, en fait, tout est une question d'expérience et de ressenti au moment même. Après, tu es libre de. Enfin, pour moi, de mon point de vue, je pense que tu es libre de croire ce que tu veux. Moi, par exemple, j'ai fait une différence entre si j'appelais la personne en question, qu'elle se matérialisait et que j'avais une discussion, c'était pas cohérent du tout. Par contre, j'ai déjà fait des rêves lucides, donc j'étais conscient, etc., dans laquelle, effectivement, il y a une personne extérieure qui vient, qui, on va dire, qui se tape la cruce dans ton rêve. Et là, par contre, je ne parle pas de croyance, mais vraiment de simple observation. Là, par contre, j'avais des discussions très, très cohérentes avec, sur ce qui pouvait se passer, etc. Alors après, je crois en rien de spécial, mais je le prends comme une expérience, et ça reste une expérience qui fait super plaisir, quoi. C'est clair. À toi. Ouais, il y a un point d'interrogation sur cette question, mais même avec la réponse. Il y a beaucoup de choses qu'on projette dans les rêves, et là on parle de rêves. Peut-être on fera une autre conférence sur les sorties de corps, où là ça fait aussi longtemps que j'en expérimente, et là peut-être on peut être plus enclin à rencontrer des gens. Mais dans les rêves, c'est peut-être possible aussi, je ne sais pas. Hein, c'est très délicat, mais un des arguments peut-être, ça serait d'avoir des conversations avec ces personnes et de voir
s'il y a des questions à laquelle ils savent répondre sur ton passé, par exemple. Ou des questions sur leur passé. Mais bon, comme tu les as déjà dans la conscience, si c'est une projection qui vient de ta conscience, elle peut aussi facilement répondre. Donc c'est une question délicate. Et ça peut toucher à des croyances, etc., dans lesquelles nous, on ne rentre pas. Donc pour le rêve lucide, c'est une réponse avec un point d'interrogation. Je dirais, faites confiance dans vos propres ressentis. Vous savez ce que vous avez vécu. Faites confiance à ça, avant tout, avant d'avoir des points de vue extérieurs. Oui, je voulais... Oui. Tu avais autre chose sur ce qu'on peut faire? Ouais, passer à travers les murs, c'est sympa. Par exemple. Tout est possible, ouais, passer à travers les murs, donc sentir la densité, la texture des murs. On peut voyager. On peut voyager. Donc on peut faire. En fait, tout est une question d'imagination. Hein. On peut créer un portail avec son doigt, passer à travers pour aller dans une autre dimension, etc. Et juste explorer. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste explorer. Hein. C'est-à-dire que des fois, ce qui est fou aussi dans les rêves lucides, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lucidité. Et aussi, il y a moi par moment, vraiment des améliorations, je sais pas, des sens en fait. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus lumineux. Ouais, exacerbation. Des fois, par exemple, une fois, je me suis retrouvé sur la place d'une ville, donc j'étais conscient, il y avait à peu près 200 personnes autour de moi qui étaient en train de faire leur vie. Ils allaient au marché, etc. Mais c'était à une époque encore ancienne. Et en fait, rien que d'être conscient, d'observer tout ça et se dire, avec une telle réalité, en fait, c'est vrai que ça... Ouais, c'est complètement dingue. Imaginez, dans nos rêves, on arrive à reconstruire des villes avec, comme tu dis, des centaines de personnes. Et ces centaines de personnes ont tous une activité individuelle, avec une vie individuelle, avec des interactions entre elles. Enfin, vous voyez le potentiel du monde onirique, et ça, ça vient de notre conscience, quoi. C'est assez dingue quand même, avec les bâtiments, avec les échanges, avec tout, comme là. Sauf que potentiellement, ça pourrait venir de notre conscience. J'emploie le conditionnel parce que. Ouais. Donc ça, c'est déjà en soi-même, comme Sébastien le disait, à observer, c'est assez merveilleux. Moi, ce qui était intéressant aussi pour moi dans les rêves, c'est que avant, quand j'étais gamin, j'étais myope. Et en fait, dans mes rêves, je voyais très clairement les choses. Ça, c'est aussi un sens qui est exacerbé, qui n'est pas affecté, parce que en fait, c'est pas le sens physique qui est sollicité dans le rêve. Et puis, tu m'as dit aussi que parfois, on faisait des expériences un peu privées, quoi. Un peu olé olé. Hein, ouais, bon, c'est possible aussi, hein, avec qui vous voulez. N'utilisez pas ça comme un test de réalité. Hein? Pour un test de réalité, n'impliquez pas quelqu'un d'autre que vous-même. Hein, voilà. Vous regardez, vous comptez vos doigts. Voilà. Parce que là, si j'embrasse madame devant moi... Ma mère, tu veux dire? Oui, ta mère, oui. J'en ai une derrière qui va pas être contente. Hein. Test, si elle est contente, peut-être c'est un rêve. C'est clair. Je préfère regarder mes mains avant. Par sécurité, ouais. Enfin, vraiment, c'est un champ de liberté qui est super intéressant, un champ de liberté, un champ d'expérience. C'est très enrichissant, je trouve. Et ça rallonge aussi, comme on dit, l'expérience de la journée. Elle peut être rallongée la nuit. D'autres expériences intéressantes que tu voulais partager ? Après, alors rien de transcendantal en soi, mais c'est juste des moments en fait. C'est vraiment des moments. Moi, il y a vraiment un rêve, par exemple, un rêve lucide qui m'a marqué. C'est que je me retrouve pareil lucide, j'étais en haut d'une montagne, etc. Et je ressens l'information de devoir m'asseoir. Parce qu'en fait, quand on est en état modifié de conscience, donc en rêve lucide aussi, des fois on parle pas, on ne parle pas, il n'y a personne, mais on reçoit une information. Et là, c'était assieds-toi. Donc du coup, je me suis assis et j'étais juste là, en train d'observer une chaîne de montagnes. Et sur cette chaîne, et en fait, j'ai vu les 4 saisons défiler sous mes yeux, donc printemps, été, automne, hiver.
Mais toujours pareil, avec une luminosité magnifique, avec des émotions qui te transpercent. Et je me suis retourné derrière moi, il y avait plein de gens, tous des personnages qui étaient derrière moi, qui étaient contents, ils me regardaient avec un grand sourire. J'ai été content, parce qu'encore une fois, ce qui est rigolo, ce qui est, je le répète bien, c'est qu'à ce moment-là, je sais que je suis dans mon lit en train de dormir. Hein, je sais que mon corps physique il est en train de dormir, mais là je suis là devant la montagne, etc. Qu'est-ce que ça dit et tout va bien. Et tout d'un coup j'ai senti ma poitrine se lever. En fait, je me suis un peu soulevé du sol. Et j'ai vu je sais pas, des filaments jaunes sortir de ma poitrine comme ça, et c'était juste magnifique. Et ça, c'est des expériences que, encore une fois, c'est pas un souvenir, c'est pas voilà, tu le vis en fait, tu le vis en pleine conscience. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vivre des moments comme ça. Ouais. Et quand on se réveille le matin et qu'on a exercé notre mémoire à se souvenir de tout ça, ou avec le petit carnet, etc., c'est vraiment quelque chose qui est dans notre expérience. Comme quand vous faites un cauchemar, vous vous réveillez, parfois vous êtes un peu mauvaise humeur et tout ça. Là, c'est exactement la même impression. Donc, quelle est la part de rêve, quelle est la part de réalité là-dedans ? Je n'ai pas tout à fait la réponse à cette question, mais en tout cas, ce sont des choses qui enrichissent notre expérience et on a tous cette capacité, la nuit, de créer des expériences avec lesquelles on sait qu'on va se sentir très bien. Et ça, c'est quand même une sacrée liberté, quoi. Ouais. Ça pourrait être enseigné à l'école, non ? Parce qu'en fait, on a soulevé une autre question tout à l'heure, c'était est-ce qu'on peut réussir à transporter depuis un rêve lucide, un rêve dans lequel on sait qu'on rêve, une capacité à laquelle on se serait exercé dans ce rêve, et est-ce qu'on peut la transporter jusque dans le monde physique ? Genre apprendre les langues étrangères, ou genre... ça a été étudié scientifiquement, pour le coup. Ouais. Faut en avoir envie après. Ouais, c'est ça. Il faut avoir un intérêt. Comme là, le rêve lucide, c'est pareil. Il faut vraiment sentir, ah ouais, waouh, ça doit être complètement dingue à expérimenter. Donc ça développe une forme de curiosité, une forme d'intention, une forme d'intérêt. Si vous dites, oh, non, c'est OK aussi, mais ça ne va pas forcément se manifester à votre mémoire. Si je suis à l'aise là, ce soir, c'est parce que j'ai déjà fait 3 fois la conférence en rêve lucide. Je me suis déjà entraîné plein de fois, du coup là, je suis cool, hein, tout va bien. Et donc ça, c'est exactement ce dont on veut parler. Ça, c'est une compétence. Imaginons, il a fait 3 fois cette conférence dans un rêve lucide, et puis il arrive. Est-ce que le fait de l'avoir fait 3 fois dans un rêve lucide va avoir un impact sur ce soir, et est-ce qu'il va être meilleur ou pas que s'il ne l'avait pas fait dans un rêve lucide. Et donc il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus. Il y en a un en Suisse dont j'ai zappé le nom, qui a étudié ça sur plusieurs personnes, et c'est un scientifique du sport en fait. Hein, parce que si vous posez la question à des sportifs, est-ce qu'ils font quelque chose pour améliorer leur capacité, et ils vont vous répondre oui, et on ne fait pas que s'entraîner physiquement. Par exemple, ils s'entraînent aussi mentalement. Donc là, ce n'est pas un rêve, mais c'est démontrer qu'en s'entraînant mentalement à quelque chose, un joueur de basket qui va s'entraîner à viser le panier, etc., avec le temps que ça implique dans le jet, eh bien, il va avoir un résultat qui va être mesurable et mieux dans la réalité physique. Donc ça, c'est un exercice, un développement mental. Et sur le rêve lucide, eh bien, en fait, on retrouve des résultats qui sont supérieurs en amélioration qu'à un entraînement physique ou un entraînement mental. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Et il y a plusieurs études comme ça qui sont très carrées scientifiquement, avec des populations témoins, etc. Ils se sont, par exemple, amusés à dire à des gens de viser un objet dans un rêve. Donc de le faire avant d'aller coucher, de viser un objet. Dans le rêve lucide, donc prendre conscience de son rêve, dans son rêve de rêver, de viser cet objet aussi, et puis le matin, en se réveillant, à nouveau, dans la réalité physique, de viser cet objet, et de comparer avant la nuit et après la nuit, tout en s'étant exercé un temps donné de répétition dans le rêve. Et donc, ils ont étudié des populations comme ça, d'une 40 ou une cinquantaine de personnes, je crois que c'était 47 dans l'étude. Et en fait, ils se sont aperçus que
C'est l'heure de dormir. Test de réalité. Profitons-en. 2, 3, 4, 5, 1, c'est bon. Et ils se sont aperçus, en fait, j'ai pas tout à fait les chiffres en tête, mais ils sont vérifiables, que la population qui faisait ces entraînements dans les rêves lucides avait un taux d'amélioration de 20%. Et l'exercice mental, c'était, je crois, 17%. Ou l'exercice physique, c'était 17%, et l'exercice mental, c'était 12%, quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui se passe, une capacité qu'on peut développer dans ces rêves lucides et le transporter, en faire et l'intégrer. Donc, pour l'anglais, je ne sais pas. Peut-être on peut créer un prof d'anglais. Je ne sais pas. La France va y penser pour former leurs pilotes. Oui, par exemple. Mais on peut s'exercer à tout. Vertige, avoir peur du vertige, par exemple. Oui, exactement. Quand vous avez une peur des hauteurs, etc. Moi, je l'ai utilisé pour les arts martiaux, par exemple. Donc, dans mes rêves, je m'amusais à faire ce que j'apprenais à l'entraînement. Et donc, du coup, ça avait un double impact. Toujours la référence. Ouais. Ok. Ça avait deux intérêts, c'est que de une, je me souvenais beaucoup plus des mouvements que j'apprenais, et de deux, en plus, j'étais meilleur que si je ne le faisais pas. Et bon, vous avez certainement vos listes d'intérêts, vos centres d'intérêt que vous aimeriez développer aussi. Si vous voulez faire du surf, et que vous voulez devenir meilleur au surf, mais que vous n'avez pas encore votre planche de surf, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner. C'est quand même dingue, non ? Pourquoi on n'en parle pas plus souvent de ça ? Et oui, pour les insécurités ou les peurs, comme Sébastien disait, si vous êtes flippé du vertige, eh bien, allez marcher sur un slack, sur une sorte de bande là, à 1000 mètres de hauteur, entre deux montagnes, voilà, avec un panda qui vous encourage. Enfin, c'est un rêve, vous faites ce que vous voulez avec les supporters. Oui. Et vous savez que vous êtes dans un rêve. Et ensuite, ne faites pas ce que je viens de dire dans la réalité, d'accord ? Mais quand vous arrivez dans un lieu et vous sentiez une appréhension, ben, comparez. Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que je me sens mieux avec la hauteur ou pas ? Ou est-ce que je dois me réentraîner encore ? Donc ça peut être pour le plaisir pleinement, mais ça peut être aussi intéressant pour continuer à développer quelque chose. Ça peut être aussi juste par curiosité de faire des expériences. Ça peut être aussi pour rallonger notre expérience du fait d'être conscient. On était sur les méthodes en DILD. Oui. Donc du coup, en DILD, on a vu l'ADA, donc c'est le fait d'être présent, du coup, beaucoup plus présent dans la vie réelle pour après être plus présent du coup dans ses rêves. Il y a aussi une autre technique qui marche bien, c'est la technique MILD qui fait appel à la mémoire prospective, donc la mémoire du futur. Par exemple, quand ce soir, cet après-midi, quand je passerai devant la boulangerie, il faut que je pense à acheter mon pain. Premier exemple. Ce soir, quand je serai dans mon canapé, il faut que je pense avoir une pinte. Et ça marche bien. ça marche plutôt pas mal, ça. Une pour commencer. Hein ? Donc du coup, quand vous allez vous coucher le soir, ou alors lors de vos réveils nocturnes, vous vous réveillez, vous vous remémorez du rêve que vous venez de faire, et là vous vous dites voilà, la prochaine fois que je serai dans mon rêve, il faut que je pense à reconnaître d'être en train de rêver. Ou alors la prochaine fois que je serai dans mon rêve, il faut que je pense à regarder ma main. Voilà. Ça, c'est un exercice qui marche très bien aussi. Oui. Mais alors, une question, s'il vous plaît. Si nous rêvons souvent la nuit, très souvent, puisque, comme vous l'avez dit, le matin, au réveil, est-ce que l'on ressent une fatigue cérébrale ou est-ce qu'on se sent bien détendu, comme si on avait bien dormi ? Dans mon expérience, on se sent comme si notre corps physique a bien dormi, parce que finalement, c'est notre corps physique qui a besoin de repos, tu vois. Et j'ai pas senti d'épuisement particulier. Moi, c'est le contraire. Hein ?
Je dis, moi, c'est le contraire, en fait. Après une nuit avec des rêves lucides, le matin, tu te lèves, t'as une pêche d'enfer, quoi. Bah ouais, c'est ça. Au contraire, parce que t'as vécu des trucs de fou, tout en sachant que tu dormais. Et c'est ça, hein. Et du coup, tu te réveilles et tu te dis, ouais, c'était un truc de fou, quoi. Donc, moi, et généralement, c'est ce qui se traduit en général. Donc là, vous êtes conscient au matin, donc on a dit que vous avez une pêche d'enfer. Ouais. Donc là, c'est bien conscient. Mais inconsciemment, est-ce que l'organisme aura cette pêche d'enfer? Oui, alors pour moi, oui, parce qu'encore une fois, à partir du moment où on rêve, on dort. Sinon, on rêve pas. Vous voyez Juste pour aller un peu plus loin, le cycle de sommeil n'est pas du tout altéré en fait. Hein. Il y a toujours les cycles de sommeil lent, profond, puis la remontée en phase de REM. Et donc tous ces cycles-là ne sont pas du tout altérés. L'idée c'est quand vous commencez à jouer avec ça, eh bien tentez de vous réveiller après un cycle REM. Parce que c'est là où vous avez rêvé, après avoir fait tous les cycles de repos classiques, c'est là où vous avez rêvé, c'est là où vous êtes plus enclin à vous souvenir de ce à quoi vous rêviez. Mais le cycle cérébral et donc tout ce qui se passe au niveau physique, la vérifier peut-être scientifiquement s'il y a eu des choses de faites dessus, il me semble que oui, et ce qu'ils en disent. Hein. Mais... Non. Je comprends pas vraiment, parce que j'avais lu justement récemment, que je crois que vous veniez de le dire, que le fait de se remémorer de ses rêves... On va le dire plus fort, oui. Plus fort, ou alors prendre les micros quand il y a des interventions, parce qu'on n'entend pas les questions. Ouais. Je vais répéter si vous n'entendez pas. Je disais que ce que Sébastien avait dit, ce que j'avais lu apparemment aussi, c'est que le fait de souvenir de ses rêves était dû au fait de se réveiller, parce que la mémoire a besoin d'une phase d'éveil, alors plus ou moins conscient ou pas, pour enregistrer le rêve. Et donc du coup, fatalement, si je me dis s'il y a des phases de réveil assez régulières, il y a un sommeil qui est forcément un peu ouais, voilà, un peu altéré. Ouais. Mais dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, tu veux dessiner une phase de sommeil? Dans tous les cas, voilà, ça c'est un cycle de sommeil. Ok, et ici vous avez la partie où vous êtes éveillé, et ici la partie où vous êtes en REM. REM, et ici la phase de sommeil lent et la phase de sommeil profond. Et ce cycle-là, il se répète au fur et à mesure que vous dormez. 5, 6, 7, 8 fois si vous avez des longues nuits. Et ça prend environ, dépendant des individus, 90 minutes. D'accord ? Et donc cette petite phase ici, d'accord, c'est celle-là dont on parle. Ici, en fait, là, vous rêvez, et si vous vous réveillez ici, juste après, avant que ce cycle recommence ici, eh bien, vous allez vous souvenir facilement, plus facilement, de ce qui s'est passé ici. Et après une phase de REM, on a toujours comme Sébastien disait tout à l'heure, un micro-réveil, parfois conscient, parfois inconscient. Donc, ici, si vous voulez, ici, c'est votre vie classique, et à la fin de ce REM, hop, il y a une phase où on revient un peu, et on replonge. Non. D'accord ? Et cette phase-là, ici, parfois elle est consciente, parfois elle ne l'est pas. Mais si vous connaissez votre cycle de sommeil, c'est-à-dire si vous connaissez le temps que vous mettez à vous endormir, pour une personne ça peut être 5 minutes, pour une personne c'est 1 seconde, pour d'autres ça peut être 20 minutes, et que vous savez qu'un cycle dure 90 minutes, eh bien vous pouvez régler votre réveil dans les environs d'une phase REM pour faciliter la mémoire du rêve. Hein ? Donc, Si on peut sonner le réveil, oui. on n'est plus dans le sommeil. Non. Réveillé. Oui. Juste après. Oui. Donc l'idée c'est de faire sonner. On est dans le paradoxal là. Non. L'idée c'est de se réveiller ici, à la fin
ou pendant la phase de sommeil paradoxal, de REM. Hein, donc, ça peut se faire aussi naturellement. Hein. Mais voilà. Donc, si vous avez des cycles de 90 minutes, je sais pas, vous dormez quoi, 6 heures par nuit, 7, 8? Pour un adulte, en règle générale, c'est environ 8 heures ou 7 heures. Mais vous calculez, tiens, j'ai un cycle d'1h30. Le premier cycle, comme Sébastien disait, je le laisse passer parce que cette période-là est plus courte. Et à la fin de la nuit, en fait, on se retrouve avec un cycle REM qui est plus long. En fait, ce qui est intéressant, c'est c'est de laisser passer les 3 ou 4 premiers cycles, en fait, voilà. Et de provoquer un réveil au bout du 3e cycle. Et on a des micro-réveils donc à chaque cycle, qu'ils soient conscients ou non. Si on en est conscient, on se réveille, on fait « Ah tiens, j'ai rêvé de ça, machin », et on repart dans le sommeil, en fait. C'est pas ça qui va faire que le matin, on est fatigué, on est... Non, pas du tout. En fait, je me souviens quand je bossais là-dessus, quand j'avais, je sais pas, 18-20 ans, il y a donc plus de 20 ans, je m'amusais à me réveiller à chaque heure et demie. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, je ne vous recommande pas cette expérience, d'accord, mais je vous partage ce que je faisais. Donc je me réveillais toutes les heures et demie pour avoir un maximum de souvenirs. Parce que j'étais, très enthousiaste à l'idée d'aller plus profondément dans ces sujets. Et donc, à chaque fois, je mettais mon réveil 1h30, 1h30, 1h30. Là, pour commencer, vous calculez votre phase d'endormissement, donc 5, 10 minutes, 20 minutes, selon votre personnalité. Et à ces 5, 10, 15, 20 minutes, vous rajoutez, par exemple, 6 heures. Et donc, quand vous allez vous coucher, vous mettez votre réveil à 6h20 si vous avez une phase d'endormissement de 20 minutes et vous allez vous réveiller au bout de 6 heures avec votre réveil dans une phase REM propice au rêve, propice et en plus plus longue qu'en début de sommeil. Ouais. Après, il y a une méthode encore plus simple et plus naturelle pour ne pas réveiller tout le monde, c'est qu'avant de dormir, vous buvez à 2-3 grands verres d'eau. Vous allez faire vos cycles de sommeil, vos 3-4 premiers cycles du sommeil. Et là, tout d'un coup, ça va faire oh, oh, oh. Et là, vous allez devoir vous réveiller naturellement pour aller aux toilettes. Ouais. Et du coup, en plus, ça, c'est une technique, c'est-à-dire ça s'appelle une interruption de sommeil, qu'on appelle le wake back to bed. C'est en gros, une fois qu'on a passé ces 3 ou 4 premiers cycles de sommeil à dormir et à se reposer, si on se lève, je sais pas moi, vers 5h30 pour aller pisser un petit coup, bah vous descendez, ça vous réveille un petit peu, etc. Et ça, c'est une technique. Bon, pas de pisser, mais de se réveiller et de se lever. Hein. Et du coup, le fait d'aller après se coucher et de rattaquer un cycle de sommeil, le fait qu'on a bougé un petit peu, on a la conscience qui est un peu plus réveillée. Et donc, c'est vraiment la phase, le moment propice pour induire un rêve lucide. Que vous fassiez du DILD, ou que vous fassiez du wild, c'est pour vraiment maximiser vos chances de faire un rêve lucide, c'est de faire une interruption de sommeil naturelle si possible, parce qu'après, mettre un réveil toutes les nuits, faut quand même si vous dormez à plusieurs, c'est pas confortable. Voilà. Mais en tout cas, là, ce que Sébastien dit, c'est si vous vous réveillez, par exemple, à 6 heures, 6 heures de sommeil, vous avez quelques cycles déjà, vous pouvez rester un peu éveillé, et déjà prendre votre carnet de rêve, commencer à noter. Okay, et ça vous exerce la mémoire, vous notez, et c'est bien de le faire pendant 15-20 minutes. D'accord, de ne pas replonger tout de suite. Donc vous réveillez, vous prenez votre carnet de rêve, vous notez, et ensuite vous réenchaînez un cycle, parce que peut-être 6 heures, ce n'est pas assez pour vous de sommeil, donc vous pouvez réenchaîner un cycle d'1h30, et ensuite vous réveillez, et à nouveau récapituler ce qui s'est passé, reprendre votre carnet de rêve et enrichir votre vie nocturne de cette manière. Après, vous pouvez très bien aussi faire des rêves lucides sans faire d'interruption de sommeil. C'est possible aussi, c'est pas forcément une obligation. Tout à fait. Mais quand on a un sommeil quand même difficile, perturbé, et qu'on se met à écrire parce que je l'ai fait, moi après je ne me rendors plus à la fin. Je ne me rendors plus. Oui, oui. Donc ça tient à temps, mais... Oui, moi, je n'ai pas de difficulté à me rendormir du tout. Oui. Je pense qu'il y a des gens ici dans la salle qui peuvent aussi avoir des difficultés à se Oui. rendormir. Je répète la question. Donc, si moi je me réveille pendant la nuit,
et que je commence à écrire, après, j'arrive plus vraiment à m'en rendormir. Voilà. Bon, il y a plein de techniques pour tenter d'améliorer ça aussi. Et puis le réveil, il n'est vraiment pas indispensable. Vous pouvez très bien faire une nuit d'une traite, faire plusieurs rêves, et par exemple, dans votre dernier cycle, la nuit, rêver de quelque chose et prendre conscience à ce moment-là, sans pour autant vous être réveillé avant. Le fait de se réveiller, ça va maximiser les chances. Ça va augmenter les chances. Mais c'est possible, très possible de le faire sans se réveiller, quoi. C'est indiscret de connaître une ou deux techniques pour se rendormir? Est-ce que c'est indiscret de connaître une ou deux techniques pour se rendormir? Oui, c'est bien, c'est très bien. Bien. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. Et puis sur rêve ou... La technique que Sébastien disait tout à l'heure marche très bien. Le fait de récapituler. Récapituler, ça marche très bien. Sinon, vous pouvez aussi focaliser sur vos sensations dans votre lit, c'est-à-dire la pression de votre corps sur le lit, vraiment avoir conscience de chaque partie du corps. Et s'il y a des parties du corps qui se crispent ou que tu reconnais comme étant tendues, de s'encourager à détendre chaque partie du corps. Idéalement en commençant du bas vers le haut. Et si on arrive jusqu'en haut de la tête, on recommence. Ensuite, ce qui coupe souvent le sommeil, je disais tout à l'heure, c'est le premier chakra, là, il est lié à la sécurité, à la confiance. Donc si on a un sommeil qui est pas récupérateur, qui est altéré, alors on peut se demander si on se sent en insécurité par rapport à plusieurs choses dans notre vie, par rapport au travail, au foyer, à l'argent, si on a des insécurités dans ces aspects-là. Oui, j'allais dire, c'est le moment des questions. Est-ce que vous consommez des plantes pour aider Est-ce que vous consommez des plantes pour aider à faire ces choses-là? Oui. Pour améliorer Pour moi, je ne recommanderais pas ça. Pour ça. Parce que ça peut créer une dépendance. Et même si le produit n'est pas sujet à créer des dépendances au niveau physique, au niveau du cerveau, etc. Mais ça peut créer une dépendance. Tiens, j'ai mon produit, je vais réussir à faire le rêve lucide, et j'ai pas mon produit, je vais pas réussir à le faire. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de développer une capacité que nous avons tous d'une manière autonome et sans ces produits. T'as vu ça? Ils vendent des pilules maintenant pour avoir des rêves lucides avec une substance dont je me souviens plus. J'en ai. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ferai pas ça. C'est des plantes, c'est des vitamines, c'est du persil A. Hein? Non, arrêtez, on va se faire... Déjà, hein? Une pizza. Voilà, du basilic sur la pizza, ça marche super bien ça. Mais vraiment, sérieusement, je ne le ferai pas dans cette optique-là. Voilà. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on a encore des choses à dire ou c'était le moment des questions, Seb? Écoutez, pour moi, c'était pas trop... Wow, déjà cette heure-là? Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions encore? Est-ce qu'on peut faire des rêves extra-lucides en phase d'endormissement ou des micro-siestes? Oui. Alors, les siestes dans la journée, hein. Oui. Alors, oui, les siestes, c'est aussi une fenêtre d'ouverture qui est très propice parce que comme on a bouffé la majorité de notre sommeil de repos la nuit, quand on fait une sieste en fait qui dure peut-être 15-20 minutes, on va un peu chanter toutes ces étapes de sommeil léger, de sommeil profond, et on va directement taper dans le sommeil paradoxal. Pardon, excuse-moi. Tu peux rester là-bas. Du coup, oui, pendant les siestes, bien sûr, ouais. Ouais, je voulais parler encore d'une chose, c'est à propos du REM, tu sais, les yeux qui bougent rapidement. Ouais. Parce que ça, c'est très intéressant. Dans les études scientifiques qui ont été faites,
en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient communiquer, du coup, avec les personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une corrélation entre le mouvement des yeux et ce que la personne regardait dans son rêve lucide. Donc imaginez, la personne prend conscience dans son rêve de rêver, tiens, j'ai une main là qui ne ressemble pas à ma main humaine, elle prend conscience dans son rêve de rêver et elle regarde un match de tennis. Ok. Donc elle fait bouger ses yeux de rêve par là, ou les deux, d'accord? Mais dans le monde physique, ils ont observé une corrélation de ces mouvements-là. Donc, on peut communiquer avec quelqu'un qui fait un rêve lucide. Par exemple, on pourrait avoir une question très simple ou un signal très simple. Si tu sais que tu es en train de rêver, regarde 2 fois vers la gauche et 2 fois vers la droite. Et comme ça, on regarde le GG, l'électroencéphalogramme et ce qui s'y passe, etc., pour les données scientifiques. Et donc, ils se sont amusés à faire ça, en fait, parce que quand on a vraiment l'habitude de faire des rêves lucides, ben, c'est très facile de regarder 2 fois à gauche, 2 fois à droite, et comme ça, les gens qui sont dans le monde physique savent que là, vous êtes en train de rêver consciemment. Oui. Quand on rêve et que le lendemain, ça se produit, c'est quoi? Ça, c'est les plantes. Hein, c'est... Mais moi, c'est arrivé qu'une biche dans mon rêve, et le lendemain, une biche traversait devant ma voiture. Donc, oui. Ça fait bizarre. Oui, oui. Ça, celle-là, elle est pour moi, hein, c'est ça? Ok. Oui, oui, ça peut arriver. Et c'est un sujet qui parfois est un peu mis de côté, mais il y a ces impressions de déjà-vu. Voilà, donc la plupart des gens font donc ça veut dire qu'on n'est pas 2 seuls fous à avoir ces impressions de déjà-vu. Et il y a effectivement aussi des images qu'on rêve et qui ensuite se manifestent. Ce sont 2 choses différentes. Hein. Vous savez, ces impressions de déjà-vu, en règle générale, on ne s'en souvient pas. Mais on s'en souvient quand on le vit à nouveau. Voilà. Et Je savais que j'avais rêvé d'une biche. voilà. Et je vais chez ma sœur et une biche passe devant ma voiture. Donc ça m'a interpellée tout de suite. Je me dis, ouais. tiens, ouais. Alors on pourrait dire, c'est une coïncidence. On pourrait. Hein, si c'est répétitif, alors on peut se poser une 2e fois la question. Parce que ça m'est arrivé à mon travail, de rêver la nuit que j'allais trouver des chats dans la cave de l'école. Mon institutrice demande que je vais à la cave pour chercher du matériel. Je trouve des chatons dans une boîte. Donc c'est quand même bizarre. Des choses qui... Oui, ça m'inquiète aussi. Ils n'étaient pas noyés, hein? Non. Ah, ok. Oui, il y a parfois des choses comme ça. Peut-être on ferait une conférence là-dessus, tiens. Mais bon, l'idée, c'est d'observer ces choses-là et de savoir que, ça peut exister dans notre capacité, on peut dire. D'accord. Est-ce que les rêves peuvent influencer la réalité? C'est un autre débat. Ça, c'est la question à laquelle j'avais un peu répondu tout à l'heure. Tu sais, en faisant des exercices dans un rêve lucide, eh bien, tu affectes ce qui se passe dans le monde physique. En dehors de toi, Hein? Oui, c'est plus loin que ça. Par exemple, si tu dis, tiens, je veux voir une biche, tu as influencé quelqu'un, tu as une biche qui est passée physiquement. Donc, tu influences ce qui se passe dans la réalité. Tu vois, tu projettes, je dirais, tu rêves, tu peux devenir quelque chose, et 2-3 ans après, tu deviens bizarre. C'est des micro-actions qui t'ont emmené à avoir cette situation qui se produit finalement. Oui, ça c'est comme on disait tout à l'heure, on crée des scènes, d'accord, dans le rêve lucide. Et est-ce qu'on aurait cette capacité de créer des scènes aussi fortement dans la réalité physique que dans le rêve lucide, hein? C'est ça que tu veux aborder. Ouais, on n'aura pas le temps là. Ça demande un petit développement. Ouais. Deuxième remarque aussi, c'est par rapport à ce qui se passe quand on fait des suggestions sous hypnose. On arrive à influencer la personne aussi. Donc c'est aussi un état un petit peu différent du rêve éveillé, c'est un peu un autre état. Et à la limite, on arrive aussi à faire réagir la personne en lui parlant, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es dans le rêve. Oui, là le mécanisme est différent parce qu'il y a une induction qui vient de quelqu'un d'extérieur. Hein, là, on parle d'être totalement autonome avec notre conscience et de nous-mêmes induire les choses. D'accord, mais quand tu fais des suggestions en sous-hypnose, tu parles à la personne et elle réagit à ce que tu lui dis.
quand tu es en rêve lucide, apparemment, pour voir que la personne, je dirais, réagit, tu vois aussi des choses qui bougent. Oui. Sinon, comment on sort du rêve lucide? Ben, on reste, là, vous êtes enfermé dedans. Hein. Est-ce qu'on a envie d'en sortir ou quoi? Il y a plusieurs manières. Celle dont tu as parlé tout à l'heure, c'est tellement waouh qu'on se réveille. Ouais. D'accord. Et ensuite, on peut tout à fait décider consciemment de sortir de ce rêve. Dans le cas d'un cauchemar, par exemple, tu vois, tu as quelque chose qui est très désagréable devant toi, mais tu en prends conscience et tu dis « Oh là là, non, je me réveille ». Et là, tu te réveilles. Ou alors, tu peux transformer la chose très désagréable devant toi et continuer le rêve. Mais en fait, il faut juste une décision. Si tu es bien dans ton rêve. Ouais. Alors après, il faut aussi faire attention à quel moment on devient lucide. C'est-à-dire que si, par exemple, on rêve dans la phase rêve ici et qu'on devient lucide ici, après, il y a quand même un reste de phase à terminer. Donc ça veut dire que si on devient lucide ici, en début de phase rêve, on a plus de chances que le rêve dure plus longtemps que si on devient lucide à la fin de la phase, en fait. En fait, la question à poser, c'est plutôt de demander comment on fait pour rester le plus longtemps possible. Exactement. C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, un rêve lucide, il s'arrête très rapidement parce qu'on est tellement... quand on est dans un rêve lucide, on est dans le théâtre de son inconscient. C'est-à-dire que et on a des choses, donc on est vite happé. On est aussi happé que dans la vie de tous les jours finalement. Et donc sous l'émotion, sous quelque chose, du coup, on peut très vite se réveiller. En fait, on se réveille beaucoup plus vite qu'on l'aimerait. Par contre, d'où juste pour compléter, d'où l'exercice à être présent. Parce que si vous vous exercez à être présent là, ici, maintenant, vous allez transporter aussi cette capacité dans le rêve. Et au plus vous êtes présent dans un rêve lucide, au moins vous allez être affecté par les vents et les vagues extérieures, on va dire. Ouais. Pardon, je t'ai... Il y a même, moi j'ai des collègues par exemple, ils arrivent à maîtriser donc bien leurs émotions dans les rêves lucides, et ils arrivent à se mettre en méditation pendant le rêve lucide. Et ça ouvre encore à d'autres perceptions. Par exemple, j'ai un collègue à moi, il a eu la sensation de vivre un mois complet dans un rêve lucide. Sur cette question du temps, il n'y a pas encore de réponse scientifique. Ouais. Mais c'est la sensation qu'il en a eu en tout cas, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr, la perception. En réalité, il n'a pas dormi moi. Il y avait une main qui se levait là-bas, ouais. Puisqu'on peut agir sur ses capacités et le ramener dans la réalité, est-ce qu'on peut améliorer sa santé, je ne veux pas y aller là. D'accord, je ne vais pas y aller. Ça, c'est peut-être l'objet de notre conférence, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais je ne sais pas, faites l'expérience et voyez ce qui se passe. Disons que si on a un vertige et qu'on s'entraîne dans notre rêve lucide pour sortir de ce symptôme, parce que c'est un symptôme, alors est-ce que ça améliore la santé ou pas, cette question-là? Donc après on peut se dire, ah oui, mais est-ce que ça peut améliorer physiquement, hein? Est-ce que ça peut améliorer émotionnellement, des symptômes émotionnels, physiques, des symptômes mentaux? Faites des expériences et puis voilà. Tenez votre carnet, comment vous... Je ne vais pas vous dire ce qui est possible ou pas possible, ou voilà, sur ces sujets-là. Mais là, c'est une phobie, c'est pas une maladie. Oui, c'est symptomatique. C'est symptomatique parce que si tu regardes physiologiquement, tu as le vertige, tes glandes surrénales sécrètent l'adrénaline, tu peux te mettre à trembler, il y aura un effet si on physique. a une maladie et qu'on essaie dans notre rêve de la impulsion. Je ne sais pas, faites-le. Vous entendez dans le fond? Non, pas toujours. J'ai deux questions. Il a deux questions. Tout à l'heure, on parlait de récapituler la journée. On peut recommencer par la fin de journée plutôt que le début de la journée. Si l'inverse, ou pas? Oui, bien sûr, il n'y a pas de code spécifique. Le but, c'est vraiment de travailler à deux. Que je fasse d'un côté ou de l'autre, ce sera peut-être plus rattrapé du début et plus facilement de la fin. Que là, ça va être le contraire. Tu vas rattraper plus rapidement de la fin. Tu vas commencer à... Après, je pense que c'est peut-être un exercice qui doit être un peu plus compliqué en repartant de la fin vers le début, parce que du coup, tu fais ta journée à l'envers. Après, tu peux tester, quoi. Ouais.
Et la deuxième question, par rapport aux rêves, à l'interprétation des rêves, il y a beaucoup d'ouvrages. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? À quoi? À l'interprétation des rêves. Je ne me prononcerai pas non plus là-dessus. Pour moi, c'est très personnel. Interpréter le rêve de quelqu'un d'autre, allez, je m'engage. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Mais c'est seulement mon point de vue personnel, qui n'est pas une vérité, c'est juste un point de vue. Il y a tellement de filtres d'interprétation différents que... Ouais. Oui. Au début, tu avais dit que tu avais une émotion qui arrivait et tu avais une technique pour couper l'émotion, pour ramener ton rêve. Oui, alors ça c'est une technique de... Ah bah en fait c'est au lieu d'être emballé, genre ouais je suis lucide, ouais qu'est-ce que ça dit, trop bien, je suis lucide, cool. C'est vraiment essayer de mettre une distance entre ce que tu vis et ce que tu as envie d'observer. Donc ça c'est une première technique, c'est par exemple, ou même quelque chose qui peut te faire peur, c'est toujours essayer de mettre une distance, c'est de ne pas se prendre au jeu de... comme on est conscient, on sait qu'on rêve, donc du coup on peut se permettre de mettre une distance entre la scène et la situation vécue et l'émotion qui s'y associe. Donc ça c'est une première piste. Et après aussi, pour bien s'ancrer dans le rêve, une méthode de stabilisation qui est ça peut être de se frotter les mains, ça peut être de toucher le décor, en fait en touchant le décor, et en se répétant plusieurs fois qu'on rêve, on arrive vraiment à stabiliser le rêve et à bien être ancré à l'intérieur. Parfois en s'abaissant, ce que j'utilisais, c'est en m'abaissant, en touchant le sol avec mes mains de rêve, ou ce qu'il en reste, si je ne me suis pas trop découpé. Mais de toucher le sol et de rabaisser le point d'observation, ça, je sais que pour moi, ça m'aidait. Il y avait une autre? Tout au fond, depuis tout à l'heure. Oui. Oui, moi j'ai une question par rapport aux études scientifiques que j'avais un petit peu regardées, étudiées. Est-ce qu'ils ont fait un parallèle avec le somnambulisme? Parce que moi, le retour d'expérience que je vous donnais, j'ai vécu avec quelqu'un de somnambule pendant des années. C'est quand même assez similaire, sauf que lui c'était suivi. Je me demande si finalement le somnambulisme c'est pas du rêve lucide subi en fait, pas choisi, pas induit par la personne. Donc avec un état. Je comprends. J'ai pas de réponse scientifique à ça. Pour ça, il faudrait quelqu'un qui ait fait une étude sur le somnambulisme et qu'il arrive à quantifier que le fait que le corps physique bouge est dû au rêve que la personne vit. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de données là-dessus. Il doit y avoir. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On peut... En choisissant de faire un rêve, on ne sait pas si ça peut pousser. En décidant de faire un rêve lucide, est-ce qu'en poussant le truc, on va jusqu'à se mouvoir physiquement comme un somnambule? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je ne sais pas. Je mets des guillemets au risque. Tu as déjà entendu parler de ça? Moi, après, le somnambulisme, oui, bien entendu, mais après, lié au rêve lucide... Ou à la pratique du rêve lucide, peut-être qu'il y a des exceptions, tu vois, faire d'une exception la norme, c'est toujours un peu délicat, mais j'ai pas entendu de cas comme ça. J'ai pas entendu ça. Peut-être ça existe, j'en sais rien. Vous avez dit tout à l'heure que si on se réveille, on se souvient du rêve et qu'on peut repartir dans le même rêve. Oui, alors pour ça, merci pour la question, parce que ça c'est aussi un autre pan des rêves lucides qui est très intéressant. Si vraiment vous faites ces expériences en étant très impliqué, regardez vos mains, faire les tests de respiration comme vous avez déjà fait, d'écrire vos rêves, au fur et à mesure, vous allez forcément développer cette capacité de plus en plus. Vous allez avoir plus de mémoire de rêve, plus d'expérience de rêve. Une fois que vous aurez fait le tour de voler, vous découper en petits morceaux, etc., vous allez peut-être vouloir apprendre des choses et les transporter dans le monde physique. Et oui, on peut tout à fait avoir un rêve lucide, le couper et ensuite le reprendre au même moment. Et là se pose une autre question. C'est la question de la réalité. Parce que si vous faites ça imaginons, vous développez cette capacité, et puis tous les soirs,
vous allez vous coucher, et puis en dernière phase, vous vous souvenez du rêve que vous avez construit, et vous le reprenez, puis ensuite vous le reprenez, et etc., et vous faites ça pendant 1 mois ou 2. Et là, il y a la question philosophique, où est le rêve, où est la réalité? Est-ce que là, vous n'êtes pas finalement en train de rêver que vous regardez 2 zigotos en train de faire une conférence sur le rêve lucide? Est-ce que vous n'êtes pas quelque part endormi dans une salle géante cosmique? On peut peut-être faire un résumé de... Ouais. Par contre, j'aimerais juste terminer par un truc. Vas-y. Dans les termes de rêve lucide, donc il y avait le DILD, c'est-à-dire on prend conscience qu'on rêve pendant un rêve qui se déroule, et il y a le WILD, et le WILD, on n'en a pas parlé, c'est s'éveiller, c'est s'endormir consciemment. Et en fait, ça c'est un exercice de patience et de relaxation, puisqu'en fait le truc c'est un peu d'essayer de duper notre cerveau, hein, on doit rester immobile pendant assez longtemps, histoire de duper notre cerveau pour que lui, il envoie le mécanisme donc d'une atonie musculaire. Et moi c'est ça qui m'intéressait là-dedans, ce que je voulais savoir c'est s'il y a certaines personnes d'entre vous qui, une nuit, s'est senti vibrer, trembler, ou alors rester allongé en étant bloqué, quoi. Et avoir peut-être aussi des visions pas très sympathiques. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Justement. Mais c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive. En fait, si vous voulez, ça, c'est là, clairement. Ce phénomène, c'est un super tremplin pour un rêve lucide. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, clairement, vous êtes conscient de votre endormissement. Le fait que vous ayez peur, parce que ça fait très peur, ça peut. En fait, vous êtes déjà dans un rêve. Vous êtes déjà dans votre rêve qui commence dans votre lit. Et donc, du coup, vous allez projeter des hallucinations visuelles qui font très flipper. Et donc, du coup, quand ça arrive, on a très très peur. Et puis, on n'en parle à personne parce que on va me prendre pour un dingue. Et c'est pour ça que je voulais intervenir là-dessus. Parce que c'est quand même quelque chose de très important. Parce que c'est un phénomène que beaucoup de personnes vivent finalement. Il n'y a personne qui personne qui ose en parler parce que c'est quand même une expérience qui peut être très compliquée, quoi. C'est vrai, c'est... Ouais, bon, après ça devient amusant en fait. Oui, non, mais c'est pour ça que mais au début, pas tout à fait. Parce qu'on voudrait crier, mais on n'arrive pas à utiliser notre voix. Et on voudrait bouger, mais non. Ça marche pas. Donc si vous vous embarquez dans ces expériences et que ça arrive, il y a une technique qui est hyper simple pour sortir de cette expérience si vous ne voulez pas y rester. C'est de commencer à vouloir bouger le petit doigt. C'est très... Voilà. Il ne va pas forcément bouger tout de suite, hein, mais ne cherchez pas à bouger tout votre corps. Si vous vivez une paralysie comme ça, du sommeil, commencez à bouger un tout petit peu le petit doigt, et en tout cas pour moi, j'ai vraiment l'impression que le restant du corps se réveille au bout de quelques instants. Voilà. Donc c'est rassurant de savoir en fait que cette expérience peut exister. Et moi de mon côté, c'est le contraire. Quand ça arrive, quand je me sens vraiment paralysé, comme je sais que dans cet état modifié de conscience, les pensées créent les visions, la réalité, j'essaie vraiment de me calmer, de penser à des choses qui sont super positives. Et une fois que je commence à réussir à me mouvoir, qu'est-ce que je fais? Je fais un test de réalité. Et là, je suis en rêve lucide qui commence dans mon lit. Et ça s'appelle un faux réveil. Et c'est aussi un type de rêve. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien passer une nuit, et pendant la nuit, pendant 2 heures, vous n'arrivez pas à dormir. Vous tournez dans votre lit, etc. Vous êtes là, fait chier, j'arrive pas à dormir. Et le lendemain matin, vous vous réveillez, et imaginez, on a filmé votre nuit, et en fait, vous regardez la vidéo, et vous n'avez pas bougé d'un poil. Ça s'appelle un faux réveil. C'est-à-dire que vous rêvez que vous êtes dans votre lit, dans la même chambre de rêve que votre chambre réelle, et donc du coup, vous pensez que vous ne dormez pas, alors vous dormez, vous êtes déjà... Donc c'est pour ça que, c'est ça qui aussi je voulais le dire, c'est que le test de se boucher le nez, parce que regardez sa main dans le noir, ça va trop bien, mais du coup, quand vous avez des réveils qui sont naturels la nuit, etc., ce petit réflexe de se boucher le nez, il faut le faire parce que des fois, c'est tellement trompeur, en fait. C'est-à-dire que moi, des fois, je le fais, mais je me dis, c'est impossible que je rêve. C'est impossible, parce que du coup, tout est là, on sait qu'on est dans le lit, on sent la couette. Et en fait, paf, tu fais ça,
et l'air, elle passe, quoi. Et là, tu te dis merde. Et donc, du coup, je me lève dans ma chambre de rêve, et du coup, je passe à travers les murs, et après, tu peux t'envoler par ta fenêtre et faire plein de trucs, quoi. Et c'est super intéressant. Ouais, ouais, c'est de la bonne. Donc, les faux réveils, c'est un truc que peut-être vous avez déjà vécu. Hein. Vous rêvez que vous êtes en train de vous habiller, de vous brosser les dents, et puis finalement, vous vous réveillez dans le lit, et vous croyez que vous étiez déjà en train de préparer votre journée. Il y avait une question. Oui, moi j'ai vécu plusieurs fois cette expérience d'être en sieste l'après-midi dans mon canapé, de dire faut que je me réveille, parce que je me sentais que je me levais. J'arrivais autour de mon haut de canapé, je disais faut que je redescende, faut que je me réveille, mais j'arrivais pas à crier, j'arrivais pas à bouger. Ouais, alors ça c'est l'objet d'une autre conférence. Il y a des sensations qu'on peut vivre parfois dans les rêves lucides. Et ouais, mais c'est peut-être pas un prémisse de rêve lucide. Ça peut l'être. Les frontières sont assez floues là-dedans, mais c'est peut-être un prémisse de ce que les gens appellent l'expérience hors du corps, hein, où on a des sensations comme. Ouais, ouais. Non, ça ne veut rien, c'est juste que mon corps il se soulève et je veux pas. Donc je veux pas. Ouais, mais bon, si ça se passe, pourquoi pas aller voir, hein. Hein, c'est vrai, quand ça se passe, je suis super content. Moi, je me lève, c'est le contraire. Ouais. Et c'est vrai que ça fait peur, mais en fait, il faut, parce que on n'a pas l'habitude, mais c'est quand ces expériences arrivent la nuit, qui peuvent paraître désagréables, c'est juste qu'on n'est pas habitué. En restant calme. Moi, c'était l'après-midi, mais quand je dormais, je ne pouvais pas me dire si c'était l'après-midi ou la nuit, quelque part, quand on est dans cette situation-là, parce qu'on a notion qu'on est la nuit ou quoi. Je sais pas. Parfois oui, parfois non. Juste avant de revenir là, parfois pendant le rêve lucide, on a tout à fait conscience que notre corps est en train de dormir dans le lit. Tout à fait conscience de ça. Mais pourtant, on est dans le rêve lucide et il y a comme une partie de nous qui sait que le corps est dans le lit. Voilà. Mais il y a le rêve lucide qui est là. D'accord ? Donc il n'y a pas seulement la sensation de se cogner au plafond, il y a aussi la projection du rêve lucide qui est là. S'il n'y a pas la projection du rêve lucide, ça peut être autre chose. Hein. Et donc il y a plein de sensations qui peuvent être associées à. La paralysie et la sensation dans le corps, j'ai rien vu, parce que c'est vraiment physique. Oui, c'est une sensation. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après ces sensations. Donc ce qui peut être intéressant. Oui. Juste moi, je partage une expérience en fait en phase d'endormissement. J'étais en train de faire une méditation et en fait, à un moment donné, j'ai vu mes mains, mais comme je les vois là, en fait, dans un liquide, je ne sais pas ce que c'était. Et au moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai un voile qui s'est mis devant. En fait. Est-ce que ça peut être un début de rêve lucide ? Ah bah bien sûr. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la méditation, on focalise sur quelque chose. Donc du coup, en faisant ça, on va baisser l'activité neuroélectrique du cerveau. Ça va baisser d'onde. Et en fait, quand on arrive à faire des méditations qui sont assez profondes, justement, si on arrive aux alentours de 11 Hz, on va pouvoir commencer à induire un rêve lucide. Et déjà de le faire parce qu'on peut aussi induire du coup un rêve lucide via la méditation. Ouais. Donc c'était ça. Et c'est vrai que c'est dingue. Vous étiez assise, allongée ou ? Non, j'étais allongée, c'était le soir. Ouais, en mode décontraction, ouais. Ouais. Donc du coup, vous êtes, c'est ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un début de rêve lucide. Mais bon, comme on est tellement, quand ça arrive et qu'on voit, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même, voilà, ça s'arrête parce qu'on sous le coup de l'émotion, c'est rideau. Je pense qu'on va faire le petit résumé et ensuite on va arrêter là parce qu'on a fait 2 heures. Donc, en résumé, tu veux faire le résumé ou... Pour moi, le résumé, déjà, c'est qu'il faut être cool avec ça, dans le sens où il ne faut pas que ce soit une obsession, machin, mais déjà, travailler sa mémoire de rêve, c'est un bon début. Ensuite, mémoire de rêve. Donc, mémoire de rêve, donc en tenant un journal de rêve, par exemple. Ensuite, le fait d'être présent la journée, toujours essayer de se rappeler. Donc si vous n'y pensez pas, vous pouvez vous aider de l'application Awoken qui va vous faire sonner. Donc testez sa réalité. Dès que vous voyez quelque chose de bizarre dans la réalité, c'est dire waouh, ça peut potentiellement être un rêve. Et du coup tester sa réalité, le faire plusieurs fois.
Tester sa réalité avec les mains, voilà, ça ce sont des tests de réalité. Ensuite, vous pouvez très bien aller vous coucher le soir peinard, en se détendant et en décidant, cette nuit je vais faire un rêve lucide. Voilà. Et répéter ces affirmations. Ok, cette nuit je vais me réveiller dans mon rêve, cette nuit je vais être conscient de mon rêve. Trouvez une affirmation qui vous convient et répétez-la avant d'aller dormir. Voilà. Ensuite, vous pouvez dormir, tout simplement. Vous faites vos 3-4 premiers cycles. Alors, ou vous vous réveillez, ou vous vous réveillez pas. Si jamais vous vous réveillez, vous pouvez très bien vous lever ou pas. C'est une possibilité, sachant qu'en vous levant, ça maximisera les chances de pouvoir faire un rêve lucide. Et au moment où vous vous recouchez, vous pouvez très bien faire un petit peu de remémoration de vos derniers rêves et vous visualiser en train, par exemple, de regarder vos mains. Et en vous disant justement en mode mémoire du futur, la prochaine fois que je serai dans mon rêve, il faut que je pense à regarder mes mains. Voilà. Et en s'endormissant tranquillement. Et il y a de fortes chances pour que, au moment du rendormissement, il y aura forcément un moment d'inconscience généralement, et puis après on va arriver dans un rêve et on peut très bien devenir lucide très, très rapidement en fait, très, très spontanément, ou alors le rêve il va se dérouler. Et vous allez voir quelque chose d'incongru et ça va vous pousser à regarder vos mains et à apprendre du coup la lucidité. Merci pour ce résumé. On va conclure là par une petite chose. Si vous voulez rester en contact, parce que c'est toujours, si vous voulez développer cette aptitude humaine qu'on a tous, on peut peut-être créer une sorte de groupe d'entraide ou d'encouragement. Parce que, en fait, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que j'aborde là, c'est la constance dans la pratique. Et ça, c'est le plus délicat, en fait. Mais si on est encouragé, si on peut en parler, alors, même si on n'a pas écrit sur notre journal de rêve, ça reste quand même présent dans notre esprit. Et donc, tant que ça reste dans notre réalité, eh bien, potentiellement, on peut avoir un rêve lucide la nuit. Donc, on a normalement vos contacts, on vous enverra un petit email dans les 15 jours et peut-être on créera une sorte de groupe d'encouragement. Enfin, on va voir quelle forme ça peut prendre. Et puis c'est surtout si vous avez des questions à poser, si vous vivez l'expérience pour la première fois ou s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de poser des questions, si ça vous arrive et que vous voulez avoir des réponses, au moins vous aurez un petit point de vue sur si vous arrivez des trucs bizarres, s'il y a quelqu'un qui peut vous donner 2-3 pistes, ce serait cool quoi. Donc on va mettre ça en place pour la suite quoi. Voilà. Reste à inventer l'iPhone qui puisse enregistrer pour envoyer ça sur Internet. Ça serait top, hein. Enregistrer les rêves sur un support physique. Waouh. Ouais. Sur Facebook. Allez. Enfin, moi, je veux pas de ces rêves. On conclut là ? Aux avocats, là, parce que c'est ça. RGPD. Bon, en tout cas, merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Sébastien. On vous souhaite une belle soirée et puis en espérant qu'il y ait plein de rêveurs lucides qui se développent.